Salut le chat, bonjour les gens. Salut Et tout le Michael. monde, comment ça roule? Allez. Voilà, nouvel épisode aujourd'hui, des petites interviews. Vous connaissez les interviews. On va parler de ton rapport à la lecture. Le plan de route un peu de cette interview, de cette petite discussion, c'est de suivre ton parcours de vie en fait, de ta naissance, de l'enfance, tes lectures jeunesse, ton environnement familial, les Oh. études. Vraiment, on va parler un peu de tout. C'est bien parce que ta vie va permettre de parler de plein de types aussi de lecture ou de non-lecture. On sait pas, vraiment, il y a toujours des surprises. Hein. Ouais, On sait jamais ce qui arrive dans la vie. Et jusqu'à aujourd'hui. Peut-être je vais te présenter un petit peu avant. C'est vrai que Rock, moi je te connais surtout à la base, évidemment, comme Kilk, le grand Kilk. Major Kill quoi, dans Major les dernières Kilk, bien vidéos, sûr. exactement. Major Kilk. De la Brigade du Livre, qui était. Ça a commencé qu'en 2015, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, fin 2015, ouais, ouais. Et j'avais découvert cette chaîne à peu près au même moment que les chaînes, un peu après, mais les chaînes du Fossoyeur de films, même Nexus 6 qui arrivait, c'est un peu cette mouvance qui était arrivée sur YouTube de parler de trucs culturels, que ce soit des films, Ouais. de livres, en l'occurrence pour toi, aussi au travers de la création de fiction, c'est-à-dire avec des mises en scène, des créations d'histoires. Donc là, c'était l'histoire d'une brigade qui cherchait la drogue que prenaient les écrivains qui s'inspiraient et qui finissaient par écrire de la merde à cause de cette drogue-là. Donc voilà, Exactement, ouais. grande époque. Et puis, t'étais un peu la seule personne, en fait, à parler de livres de cette manière-là sur YouTube. Et même encore à ce jour, t'es la seule personne à l'avoir fait. Je vois pas d'autres personnes qui a essayé d'en parler autrement que par du booktube, de présentation de livres. Franchement, c'est très Ouais. très rare, ou de trucs un peu prophétisants, tu vois. Voilà, c'était une chaîne, je crois, avec 30 000 abonnés. T'avais fait même des featuring avec le Fossoyeur de films. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai connu ta chaîne et ça faisait vraiment du bien d'avoir ce contenu-là sur YouTube. Par la suite, j'ai vu que tu commençais à naviguer, à écrire, bien sûr, l'envie d'écrire. Et je t'avais rencontré il y a ça 3 ans sur le festival justement des Imaginales, où moi j'étais libraire au rayon BD. Alors il y avait beaucoup de monde, mais toi t'étais là. On avait discuté un petit peu de BD, mais bon, normal, on rencontre beaucoup de monde. J'avais acheté ton livre, c'était Le Livre Jaune, qui est ton deuxième roman. Enfin, deuxième roman, c'est un On se peu souvient, plus compliqué. on se souvient. Et voilà, donc j'ai ton livre dédicacé, voilà, tout ça. Quel grand plaisir. Et encore plus récemment, maintenant, forcément, je suis obligé de parler par mon expérience, quoi, parce que ton contenu et ce que tu as fait jusque-là, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup, et qui m'a beaucoup parlé dans mon parcours. Jusqu'à il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant, 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça, bref, on s'en fout, où un jour sur Twitch, on était sur la chaîne de Drag Vralas, qui fait du speedrun, et qui à 3h du matin a décidé de raid une chaîne un peu au pif que quelqu'un avait conseillé dans le chat, et j'étais en mode mais non, il y a Michael Rock sur Twitch qui fait des ateliers d'écriture. Et donc à 3h du mat, je t'ai retrouvé dans les antres de Twitch à faire des ateliers d'écriture. Ouais, Voilà, ouais. grand plaisir. Et puis après, de fil en aiguille, je suis allé écrire 2-3 fois chez toi. T'es déjà venu 2-3 fois écrire aussi sur mes ateliers d'écriture. Et puis 1 an plus tard, on en est là, quoi. Tu es en tournée en métropole pour ton roman, publié à la Volte. Et puis on fait une petite interview, on discute ensemble. Magnifique. Que de route, que de chemin, que de chemin, ouais. Bah ouais, Ouais, ouais. là, on est chez La Volte, en plus. Ouais. Et les bureaux de La Volte, je peux Ah ouais. bref. Leak les bureaux de la Volte. Il y a Ah oui. que il y a que des cartons de partout. C'est les cartons de manuscrits, ça, ou quoi? Ouais. Des Ah, les cartons de cartons, de cartons de bouquins. livres. Ouais, bien Cartons de sûr. bouquins à envoyer, et c'est le bordel, quoi. Le bordel de partout. Ouais. Du coup, on peut commencer à discuter un petit peu lecture, enfin lecture. Du coup, sur ta présentation, moi, la question que je pose à la base, en fait, pour commencer, c'est là, je t'ai présenté ce que t'es maintenant, mais d'où tu viens, en fait. D'où tu viens, c'est quoi un peu en fait, ton contexte familial, dans quelle origine sociale tu viens un petit peu. Le but, en fait, de cette question, c'est vraiment, c'était quoi ton rapport au livre vis-à-vis de ta famille dans ton enfance, en fait? Est-ce qu'il y avait une présence de livre? Est-ce qu'il y en avait plutôt pas? En fait, comment, tu vois, pour essayer de comprendre comment t'en es arrivé aussi à l'écriture, à la lecture, et que ça t'a plu. Ouais, il y a toujours eu des bouquins. En tout cas, apporte la lecture, c'est-à-dire ce regard distant, sur,
le monde qui nous entoure et sur les émotions qui peuvent nous secouer. J'ai toujours eu ça dans la famille. Alors si j'essaye d'aller aux plus anciens souvenirs en fait, de mon rapport au livre, ça a été après, la séparation de mes parents. Mes parents sont divorcés, encore tout gamin et en fait quand j'ai, renoué, contact avec mon père, moi, ma petite sœur et moi, on allait chez lui, genre un week-end sur 2. Fallait bien s'occuper et il y avait cette immense bibliothèque en fait avec plein de bouquins. Je crois que c'est vraiment ça mon premier souvenir que j'ai avec la littérature. On avait un rituel chaque vendredi soir quand ils venaient nous récupérer, on est d'abord à la bibliothèque, Mhm. et on avait le droit de pécho, je crois 5 bouquins et puis c'était souvent des BD Mhm. et les BD, bah, voilà, ça va très vite quoi. Je crois que le vendredi soir avant d'aller dormir, j'avais déjà terminé de lire toutes les BD Ouais. et mon père aussi avait des BD dans sa bibliothèque. Là, en bas, de la bibliothèque, tu as Ouais, un peu plus accessible, hein. aux gamins qui passent leur journée à terre, tu vois? Ouais. Et donc je lisais ça et puis, petit à petit, bah, je suis passé aux bouquins, aux romans et en fait, ça a démarré comme ça, hein, vraiment. Je pense mon premières incursions dans la littérature et puis ça a été les longs trajets, pour aller en vacances, à la mer les étés. Il fallait, heu, il fallait choper, un bouquin qui t'intéressait dans les rayonnages de Auchan, tu vois? Ouais. De Mammouth. Tu as connu Mammouth toi ou pas? Non, Mammouth, non, je suis trop jeune. Supermarché Mammouth. T'as quel âge au fait? Je t'ai pas demandé. 35. T'as 35 ans, ok. Du coup, ouais, choper le bouquin qui va tenir les vacances, tu vois? Donc tu prends des gros machins. Il s'arrêtait sur la route des vacances, il s'arrêtait au supermarché pour que tu t'achètes un livre, c'est ça? Et juste avant de partir, en Ah fait. ouais, Tu vois, quand il fallait faire le plein d'essence, par exemple, ah ouais. choper des petits casse-dalles ou des petits bonbons, des petits biscuits pour des figolus, tu vois? Des figolus. Ah, les Ouais, psychologues. des figolus pour la route. Ah ouais, Voilà, on s'arrêtait juste avant de partir et puis voilà. c'est vraiment la définition ultime du livre de vacances, quoi. Il est vraiment acheté en même temps que les petits gâteaux pour la route, quoi, c'est incroyable. Ouais, ouais et C'est... c'est là que j'ai découvert Stephen King, tu vois? Ça a été Hmm. ma première. Je crois que je suis passé directement des chairs de poule à la littérature de Stephen King, quoi. Ah, ah, Et j'ai quasiment tout avalé, quoi. J'en ai passé des journées à lire, ah, ah. des journées entières à lire ça, quoi. Et tu disais Ah, plus le même plutôt goût. que tu avais déjà une grande bibliothèque chez tes parents, chez ton père, du coup, c'est ça que t'as dit? C'est mon père, ouais. Ton père Mon avait père déjà. avait une énorme. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Lui, il a eu une bonne carrière, quoi. Enfin, une bonne carrière, tu vois, en classe sociale, il est plutôt aisé. Mhm. C'était tout le contraire chez ma mère. Bien garni, quoi, dans sa Mhm. bibliothèque. Et du coup, il avait tout en termes de livres, en fait. Il avait de tout, ouais. Ouais. Je peux pas t'en dire plus, vraiment parce que j'en ai, pas vraiment de Ouais. grands souvenirs. Oui, t'as pioché dans les BD, mais plus tard, pas beaucoup plus, quoi. Non, ouais, j'ai lâché la BD, au sortir de la préadolescence, quoi. D'accord. Heu et après je me suis plongé, que dans des romans. Mhm. En BD, il y a quand même eu, Tintin, une grosse présence de Tintin, tu vois? Mais ça, c'était plus chez ma mère, petit à petit. Ouais. Des albums de Tintin, j'ai encore toute ma collection entière Ah ouais. d'albums de Tintin. Putain, ça, c'est. C'était vraiment que Tintin, quoi. Ouais. Il y avait même pas Astérix, je dois avoir un ou 2 albums d'Astérix. Souvent, j'ai l'impression que c'est Team Hem, Tintin ou Team Astérix, quoi. ouais, ouais, je crois aussi, hein, c'est bizarre, hein? Ouais. Ah, c'est Bizarre, hein? marrant. À côté de ça, ouais, il y avait les Blake et Mortimer aussi, les Yoko Tsuno. Je sais pas Ah si oui, tu t'en souviens de ça? ici, c'est déjà un peu plus adulte, un peu plus soutenu quand t'es gosse à lire ça. Black et Mortimer, non? Ouais, ça reste, Ouais, je sais ouais, plus. ça reste du récit d'aventure, Ouais, ouais, ouais. hem, Ouais. un peu à la Indiana Jones, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, ouais, un peu plus, c'est un peu plus verbeux, je dirais, tu vois? Il y a plus de dialogue, d'explications, tarabiscotées, c'est Ouais, c'est moins ça. team Marsupilami, quoi. C'est ça, c'est moins le gag, c'est plus beaucoup de texte, tout ça. Les pieds Mmh, nickelés mmh. pour les darons plus âgés, les pieds nickelés, ouais. Oui, les pieds Ouais, nickelés, putain, ouais, chaque fois, chaque fois. Ça, c'était la BD que j'empruntais à la bibliothèque, quoi.
Il avait les tuniques les bleues aussi. tuniques bleues, il y avait Alix, aussi c'est les, vrai, Alix. Alix, ouais, je m'en souviens de ça, ouais. Et Torgal. Et Après, les Torgal, ça m'a matrixé aussi, hein. Torgal, c'est un délire, hein. ouais, il y en avait trop. En fait, j'avais lorgné un petit peu de ce côté-là, mais il y en avait trop déjà à l'époque. Et, Mm. et je sais pas, il fallait que je trouve le 1. Le 1 était peut-être pas à la bibliothèque, mais j'en ai lu trop peu des Torgal. En tout cas, j'ai lu, je pense, les points jalons, donc je sais d'où vient Torgal, etc. Ouais. Moi, je me souviens pas, hein. J'avoue que des fois, je prenais des tomes, ça partait tellement dans tous les sens, j'étais juste en mode, wow, c'est incroyable. Je ne comprends rien, mais c'est fantastique, hein. Ouais. C'est vrai que c'était dur à suivre. C'est vrai que c'était un peu dur à suivre. Il y avait ce truc aussi avec les scouts, je sais plus comment ça s'appelait, c'était pas le club des 5. J'ai fait un peu de scoutisme quand j'étais jeune. Ah ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais j'en garde pas des bons souvenirs, quoi. Scoutiste de droite ou scoutiste de gauche? Il y en Ouais, a. scoutisme de droite. Scoutisme de droite. Les scouts, scouts de France. Ah ouais. C'était pas les scouts d'Europe. Scouts de France. Et c'est pour ça que j'en garde pas des bons souvenirs, quoi. Ouais. Les Castors Juniors, c'était ça. J'aime bien voir à quel point, tu vois, les BD, les livres ou les dessins animés, c'est un truc tellement générationnel où en quelques années, on a plus les rêves, quoi. C'est dingue. J'ai quand même une question sur la jeunesse, ça va te faire bugger peut-être, mais est-ce que tu te souviendrais du tout premier livre que t'as lu, le tout premier roman que t'as lu? En vrai, c'était des chairs de poule, hein. Ouais, c'était Les Chars de Poule. Ouais, c'était des chairs de poule. Des chairs de poule. Ouais, j'étais en CM1, quelque chose comme ça tournait dans la classe. Ouais. Ça faisait tourner. Avec les couvertures bien spéciales, là, avec Ouais. les bords colorés, là. Ah, du coup, t'as tout de suite été, en fait, dès l'enfance, que ce soit par Les Chars de Poule ou même là, en termes de ce que tu parles de BD, c'est pas trop la BD comique, c'est vraiment la BD d'aventure qui t'a plu, quoi, qui t'a attiré. Tu t'es tout de suite dirigé Ouais, vers ce genre de domaine-là, en fait. Dès tout petit, t'étais déjà ouais. là-dedans. Avec de l'aventure et un peu de fantastique dedans, quoi. Ouais, c'est quoi qui t'attirait là-dedans? Ouais, à ce point-là, en fait. Ah ouais, j'en sais rien, je sais pas. Je pourrais répondre le dépaysement, tu vois? Ouais, je sais pas. Non, j'en sais rien du tout. Bah, il y avait ce côté étrange, tu vois? C'était ça qui me faisait kiffer. À la télé, à l'époque, il y avait ces émissions sur les ovnis, sur Ah ouais. les trucs étranges aussi, des espèces de docu-fiction. Ouais, c'était un peu ce que je kiffais regarder, Ouais. avec les parents, quoi, tu vois? Ouais, les éditions un peu étranges, j'en ai regardé aussi avec ma daronne. Ouais, ouais. Et Et c'est ouais. donc ouais, j'allais chercher ça dans mes lectures ensuite, j'ai retrouvé ça, ouais. Je me souviens vraiment que j'avais cette impression, tu vois, en lisant, quand j'étais en primaire, je lisais tellement de trucs de fantasy et comme ça, et je me disais, j'avais vraiment cette idée de, avec tout ça, c'est impossible que le monde soit là ce qu'il a l'air d'être, en fait, c'est-à-dire aussi chiant, entre guillemets, Mmh. aussi normal. Et je pense que quelque part, tu vois, ça m'a continué à me donner un peu cette motivation de vouloir plus, de vouloir, tu vois, la curiosité, d'aller toujours chercher plus dans la vie, de vouloir vivre des choses aussi, tu vois. Parce que, Ouais, ouais, quand t'as baigné autant dans de l'aventure enfant, tu veux pas te contenter de la normalité quelque part. Et je sais pas à quel point ça m'a influencé ou si j'avais déjà ce caractère-là, parce que forcément j'ai été chercher ces choses-là aussi. Ça m'a plus intéressé que d'autres, parce qu'il y a plein de lectures, quoi. Mais ouais, il y a cette chose un peu étrange de refuser un peu la normalité du monde et vouloir plus, ouais. quoi. Ah, c'est sûrement la normalité à crever. Il fallait qu'il y ait une autre vérité, quoi. Il fallait qu'il y ait un ailleurs quelque part, cet ailleurs qui n'est pas dit ni par les adultes, ni par les trucs, plats à la télé, Surtout pas par les adultes en plus. voilà. Ouais, ouais, ouais. Surtout pas par les Donc adultes. ouais, les seules choses qui en parlaient, bah, voilà, c'était les bouquins, quoi. Du coup, ouais, t'as continué après avec. Là, t'es tombé dans les Stephen King, Weber. T'as commencé par les fourmis ou autre chose? J'ai commencé par les fourmis, ouais, Ouais. ouais. En vrai, j'avais vu un téléfilm, un mauvais téléfilm à la télé avec des fourmis c'était l'invasion des fourmis et des mecs qui mouraient parce qu'ils étaient bouffés par les fourmis, quoi. Ok, putain. Et ça m'avait vraiment fait kiffer, je voulais retrouver ça, dans mes N'importe dans mes quel autre lectures, gosse quoi. aurait été traumatisé, mais, mais ok, Ah hein. mais il y avait sûrement un petit trauma derrière, hein, tu vois? Mais ça m'avait tenu en haleine, quoi. Ah bah ouais, Et clairement. donc j'étais dans le rayon librairie de Mammouth, quoi, et je vois cette couverture avec,
avec, une fourmi dessus et je me dis: «Putain, ça a l'air super, quoi». Ça va être, la même chose et c'était La Révolution des fourmis, c'était le tome 2, tu vois? Ouais. Et donc je vois que c'est le tome 2, je me dirige vers le tome 1, je me dis: «Bah, allez, pourquoi pas?» Mmh. Et oui, Et c'est puis, ça. voilà et Werber avec tous son kiff de révélations, d'anecdotes, de machins que tu connais pas, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir, 12-13 ans, quoi. Ça m'avait fait kiffer. Ouais, ouais. Et à la même période, j'ai lu ça aussi de Stephen King OK. et là pareil, c'était vraiment, une expérience de ouf, quoi. C'est précis parce que Et au final, les lectures déjà, tu les as plus ou moins choisies parce que tes parents te laissaient choisir, dans le rayon du supermarché, qui est, un peu le rayon souvent là dans le monde, la littérature le plus mal vu parce que voilà, c'est de la littérature, ouais, c'est pas de la bonne littérature. En fait, ce qui t'a formé, ce qui t'a donné envie de lire, ce qui t'a plu, c'est, bah, la littérature, tout simplement. best-seller, Les romans «de gare» entre guillemets, quoi. ça m'a tenu pendant bien 5-6 ans, quoi, de Ouais. lire quasiment que ces 2 auteurs-là. Ah ouais, d'accord. En plus, Mmh. ça tombe bien, ils en écrivent beaucoup. Ouais, Ah, j'ai jamais trop lu, Stephen King. C'est vrai que je sais que t'es un grand fan. ouais. Werber, beaucoup plus. Et les deux ont un rapport quand même un peu mystique sur les bords, surtout Werber. Il a une écriture simple en fait que tout le monde peut lire, et à la fois il te glisse des réflexions quand même. Je trouve qu'il est un peu dans une démarche un Ouais, peu de vulga, de pousser à conscientiser des choses, mais de manière très simpliste, tu vois, très simple, et dite mmh, simplement. Et moi mmh. je trouve que c'est une très bonne porte en réalité, Werber. Il lutte sur un autre plan. Dans la littérature, ouais, pour rentrer dans la littérature, pour se dire: «Bah, je lis des bouquins, ouais, Werber, c'est nickel, quoi, Mm, c'est nickel». Bon après, tu vois, tu lis Kundera, tu vas pas retourner à Werber, quoi. Difficile de revenir sur quelque chose d'aussi didactique, quoi. mm. Ouais. C'est vraiment une porte d'entrée. On peut s'y arrêter, s'en contenter, tu vois? Mais au bout d'un moment, je pense qu'il y a aussi des choses moi personnellement, en termes d'approche de la littérature, plus percuté d'autres et je suis allé chercher ça, au-delà de ce que faisait Werber. Mm. Stephen King, c'est un peu similaire. Ça va dépendre des romans, évidemment. Ce que j'adore chez lui, c'est la manière dont le paranormal fait irruption dans la réalité. Il y a une manière aussi de poser ses personnages secondaires qui est absolument, jouissive. Mais voilà, quelque part, il reste aussi dans une espèce de facilité, même si dans son genre, j'ai rarement vu, d'autres personnes, d'autres écrivains, d'autres écrivaines, atteindre son niveau, quoi. Même, Clive Barker, ça reste un peu plus facile que ce que fait, Stephen King. Même, Bret Easton Ellis, même s'il est très clinique, c'est encore autre chose, quoi. C'est pas le même level, quoi. Quand tu dis à son niveau, tu parles, sur quel aspect? Au niveau que ce soit du style, sa manière de poser Ouais, l'ambiance? Ouais. ouais, 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 sa maîtrise de la narration, quoi. Sa maturité de narration, surtout. Mais je dis ça sans que ce soit péjoratif pour les autres, quoi. Il y a une densité que tu as dans certains Stephen King que tu retrouveras pas dans d'autres bouquins, quoi. En plus, comme tu dis, il fait aussi des styles et des degrés différents. Il y en a qui sont, plus lourds, il y en a qui sont un peu plus simples, Ouais, et il arrive vachement à varier ça aussi. Lire un Stephen King et pas adhérer, en fait, t'es peut-être pas tombé sur celui qui correspond à ce que tu veux parce que, bah, il maîtrise plusieurs degrés, ouais, d'écriture. Il a des écritures plus ouais. simples aussi, des fois un petit peu plus fouillées. C'est vrai que c'est assez impressionnant pour un seul homme, genre écrire autant. Et de cette Vraiment. façon-là. Ensuite, t'en arrives au lycée. Donc là, toutes ces lectures, ouais, t'étais au collège, pardon. T'étais au collège déjà. C'était à l'adolescence en fait, où t'as quitté la BD pour lire. Collège et lycée, en fait. Ouais, Et j'ai quasiment arrêté de lire après le lycée quand je suis arrivé à la fac, ouais. avec la masse de, de boulot qu'il y a à faire, en fac, Mhm. je crois que les étudiants, la majorité des étudiants et étudiantes, Ouais, décrochent, de la lecture, c'est clair. divertissement, en fait. C'est à cette époque-là, lycée, qu'il y a eu des lectures un peu plus marquantes, comme par exemple, Un roi sans divertissement qui était imposé au programme, je crois que c'était en Ah ouais, première, dans mon année de première et de Giono du je coup. sais pas pourquoi de Jean Giono, ouais. Mhm. Je l'ai lu en entier et ça m'a bluffé, quoi. Parce que j'allais en quête dans ce roman, j'allais en quête de cet étrange, du surnaturel, tu vois? Qui est pas Mhm. du tout dans Jean Giono. Je crois que c'est le bouquin que j'ai le plus annoté de ma vie, quoi. Ah ouais?
Ouais, Au lycée, je dois du coup? encore l'avoir dans ma bibliothèque. Il a dû me suivre jusqu'en Martinique, il doit être tout pourri, tout plein de salpêtre ou je sais quoi, et il est encore là, quoi. Ouais. Vraiment un de mes auteurs favoris, et j'ai pas lu celui-là, qui est un de ses plus connus. Mais je pense qu'il y a quand même un rapport un petit peu étrange en fait au monde dans son livre en fait. Il arrive à toujours laisser un peu une porte ouverte, je trouve, à un espèce de surnaturel qui est celui de la nature. Et je sais pas si c'est le cas vraiment dans Un roi sans divertissement. Et je trouve dans son écriture, il y a quand même cet aspect un petit peu d'étrangeté, même s'il bascule jamais totalement Mmh. dans le fantastique, encore que dans Un de Beaumune, il plonge carrément dedans. Et il y a quand même ce mystère, quoi, tu vois? Ouais, Il entretient le mystère, en tout cas, surtout dans la première partie du bouquin, d'accord. avec cette quête de cet inspecteur qui cherche un tueur en série, en fait, dans une contrée qui est coincée par la neige. Mais ce qui m'a surtout scotché, ou ce qui m'a fait m'identifier au à ce personnage, c'est l'ennui, heu, qui tient, ce personnage de l'inspecteur, qui cherche, justement, le divertissement coûte que coûte. Mhm. Et qu'est-ce que c'est pour lui le divertissement? Alors dans la première partie du texte, c'est la quête du tueur, mais une fois qu'il a le tueur, qu'est-ce qu'il fait de ça, quoi? Qu'est-ce qu'il fait de cet ennui? Et c'est vraiment ça qui m'a tenu, qui m'a fait m'identifier à lui. Est-ce que tu as lu plus tard Le désert des Tartares de Non. Buzzati? Ah, j'ai l'impression que c'est un peu un anti-désert des Tartares de Buzzati qui est assez incroyable sur un militaire qui attend, qui est envoyé à une caserne au bord du désert où possiblement on se fera l'empire, c'est une espèce d'empire européen, on sait pas trop. Possiblement un jour ils se feront envahir par les Tartares et en fait bah, y a personne quoi, y a personne et ils sont presque dans l'espoir qu'il se passe quelque chose, qu'ils se fassent envahir. Ouais. Ils attendent. Ils attendent et il attend toute sa vie comme ça. C'est assez incroyable, mais c'est un anti parce que lui il ne cherche pas à se divertir en fait. Il est Ouais. vraiment dans cette attente, vraiment dans cet espoir de un jour pouvoir briller. Il cherche pas à agir, il cherche pas à trouver quelque chose. Il attend que ça vienne. Au niveau du collège avant et tout, t'avais un peu ce rapport où les livres en fait que tu recevais des profs, comme celui de Giono, genre tu pouvais te faire prendre par ces livres ou est-ce que t'avais un peu un a priori ou est-ce que c'était un petit peu difficile en fait la transmission vis-à-vis de l'appareil scolaire, hein? Bah, ouais et non, ouais et non. Je crois que adolescent, j'ai eu une grosse période, non, enfant, en fait, j'ai eu une grosse période pirate, qui m'a suivi encore, Ah ouais, qui s'est diluée, en fait, dans mon adolescence et puis jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours des pirates, hein, dans le livre jaune, tu vois? Par exemple, il y en a un. ouais, Hem, mais du coup, tu vois, j'avais lu Robinson Crusoe et l'île au trésor quand j'étais gamin et ça a été une des lectures imposées, je crois que c'était en seconde, d'accord. Vendredi ou La vie sauvage. Du coup, moi, j'avais lu, Vendredi ou Les lames du Pacifique. Mhm. Enfin, j'avais tout lu déjà de ça, tu vois? Donc j'avais pas de je crois que je suis vraiment tombé à chaque fois sur des années où j'ai eu un peu de chance sur certains bouquins. J'avais déjà lu les bouquins, quoi, où je connaissais déjà les histoires ou des choses comme ça. J'ai juste eu D'accord. Les liaisons dangereuses que j'ai jamais lues. Ça m'avait pas du tout intéressé et je pense surtout que j'ai eu de la chance, hein. Je pense vraiment que j'ai eu de la chance parce que je me rappelle pas, à part Les liaisons dangereuses, je me rappelle pas de lecture imposée qui m'avait tordu les boyaux, quoi. Ouais. Et tu disais que tu t'étais planté du coup au bac? Ouais, bien, bien, bien comme il faut. Je crois que j'ai eu 5 à l'écrit Ouch. et 11 à l'oral, quelque chose comme Genre c'était un peu une surprise que tu te plantes ou en fait une surprise sans être une surprise, j'ai toujours été bon, en fait, en cours. Toujours été dans les 3 premiers de la classe, ah ouais, quasiment. ok. Ouais et du coup, j'avais pas forcément besoin de bosser sur mes devoirs, chez moi, quoi. Ah ouais, Je t'étais faisais le strict minimum et avec le strict minimum, ben, j'assurais, quoi ah ouais, avec le strict minimum, et t'étais dans les 3 premiers, ça rigole pas, hein. tu vois, avant que tout le monde, s'asseye et que le cours commence, bah, je lisais ces doubles pages et je savais de quoi allait parler le cours, quoi et donc tout le reste du cours, j'étais là à glander. Dès que la prof posait une question, je savais que la réponse était quelque part dans le truc, je l'avais déjà repéré et voilà, quoi, tu vois? Mhm, J'étais un petit peu, dans la team des cheaters, tu vois? mhm. Les mecs qui parce qu'ils ont compris comment le système fonctionnait. Les pirates quoi.
et je suis arrivé en terminale, en fait, avec ces espèces de dissertations qu'il fallait faire là. Mmh. Là, tout d'un coup, bah, ça a plus fonctionné le cheatage, quoi. Ça a fonctionné peut-être les premiers semestres, mais au dernier trimestre, la prof, elle m'a dit: «Mike, c'est pas bon ce que tu fais, quoi. Ouais. Je sais pas comment on fait, quoi». C'est trop Et je me suis tard! C'est trop mis au tard. bac, Ah, c'est ça j'ai eu mon qui bac. était chiant, c'est que les dissertes, les trucs là, ils demandaient en fait, pour avoir la moyenne, ils demandaient juste de connaître la structure et derrière, voilà, tu vois? Et Ouais. ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est vraiment, appliquer quoi, appliquer méthode. Bah, justement, du coup, J après le bac, tu fait quoi? Il s'est passé quoi? Après le bac, je suis allé, en fait, je voulais devenir archéologue. OK, Pour moi, c'était, tout histoire géo, quoi. d'accord. J'étais à Lyon, j'ai fait, une double, 1re année de licence. J'ai fait Les histoire, Lyonnais dans le histoire de chat là. l'art et j'ai fait un master, d'archéo, D'accord, à Montpellier. d'accord. Et et voilà, là, j'étais un peu plus dans mon élément parce qu'il suffisait de lire les bouquins que conseillaient les profs, au début des cours, quoi. Pas forcément d'aller dans leurs cours, Et les lectures, pour les lire. que tu c'était la première fois que tu t'étais confronté à la fac, à des lectures, on va dire, plus dures, plus compliquées? Vraiment lire des livres de théorie en fait, des essais sur que ce soit sur l'archéologie, sur, l'histoire de l'art, des trucs, plus complexes quoi? Ouais, mais pour le coup, c'était des trucs qui m'intéressaient, tu vois? Ouais. Ça fait toute la différence, en histoire, ouais, les trucs sur la Révolution, Ouais. enfin, en tout cas, la période moderne, Mmh. c'était bien cool. Après, moi, je kiffais les grands bouquins sur la préhistoire, sur l'Antiquité aussi, sur tout ce qui est, cosmogonie antique, et cetera, et Mmh. cetera. J'ai un peu moins kiffé les périodes contemporaines. Hem, le Moyen Âge, ouais, à part le cours sur l'architecture du Moyen Âge. Est-ce que tu un rapport déjà un peu mystique, aux choses? Se retrouve, que ce soit dans certains trucs de Weber qui t'intéressaient, c'est les dieux grecs, c'est vrai que c'est un monde quand même assez, particulier quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, par les parents surtout, hein, par les parents qui avaient un rapport, à la spiritualité qui était particulier. Hem, Après à la fac, tu as plus rien de mystique, Bah ouais. mais c'est quand même kiffant, tu vois, d'avoir des cours sur la cosmogonie mésopotamienne, puis un prof qui t'explique qu'en fait les dieux mésopotamiens, c'était tous des gauchistes. Ah ouais? Heu, Tu avais les grands dieux qui étaient organisés en parlement et puis les petits dieux qui bossaient pour les grands dieux, qui se sont mis à faire des grèves illimitées, tu vois? Ah ouais? Parce qu'ils voulaient plus bosser pour les grands dieux. Du coup, ils se sont mis d'accord pour créer, l'espèce humaine. Ils les ont placés, sur terre, mais en fait, les gosses, les humains, ils faisaient tellement de bruit en travaillant que les petits dieux se sont remis en grève et à partir de là, il y a eu le 1er déluge qu'on connaît tous, grâce à la Bible et compagnie, quoi, tu vois? D'accord. Mais grosso modo, voilà, le mec nous expliquait ça en mode marxiste, quoi. C'était Incroyable ça, les dieux mésopotamiens quoi. Et tu disais quoi à ce moment-là? Parce que là tu disais tout à l'heure que la fac forcément ça t'avait mis un coup d'arrêt sur tes lectures un peu plus personnelles. Donc là t'étais vraiment en mode ouais, histoire, archéologie à fond. ouais, c'est ça, tu as plus le temps que de lire les bouquins que les profs de fac te donnent à lire, quoi. Mmh. Heu et tu en as 3-4 par matière, quoi, donc il suffit que tu sois un petit lecteur comme moi, à lire, je sais pas, 3-4 bouquins par an. Non, c'est vrai, c'est mon score, hein, je lis 5 bouquins par an, C'est vrai? peut-être un peu plus en ce moment, mais sinon, je suis pas un énorme lecteur non plus, quoi. Mais parce que tu l'étais quand t'étais ado, tu disais que t'enchaînais vraiment, t'as Ouais, lu tous les livres, de King et tout, c'était quand même il y en a beaucoup. ouais, ouais. T'étais un plus gros lecteur avant que en fait la fac ça t'a vraiment changé ton rapport à la lecture en fait? Ça m'a séché, quoi. Ah ouais? Séché complètement Ah ouais à ce point? et je commençais à écrire. J'ai Ouais, commencé à écrire à la fac. j'étais en train de me dire quand est-ce que ça arrive dans tout ça? Quand je suis entré à la fac, je me suis dit: «Il y a pas que du Stephen King, il y a d'autres auteurs, à lire, quoi». Donc je suis passé à la Fnac, je suis allé me perdre dans les rayons, chercher du fantastique, ou de l'horreur francophone, tu vois? Mmh. Écrit par des auteurs francophones. Je suis tombé sur un bouquin de Mélanie Fazi, Ouais. recueil de nouvelles et un roman
de Lise Siven, Au sortir de l'ombre. C'est une espèce ouais, de mix entre, on va dire X-Men et Harry Potter, quoi. Ok. Mais Et en fait, je lis ça et je me dis, «Putain, mais je peux écrire ça, quoi». Ouais. J'ai toutes mes compétences d'écrire des trucs comme ça. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai été piqué par l'écriture. Où j'ai commencé à écrire mes propres histoires, plutôt que d'aller les chercher dans des bouquins. J'ai testé Musso, j'ai testé, Mélinauton, tu vois? Tous les trucs qui se vendent, quoi, et où j'ai su à répétition, quoi. C'est-à-dire qu'arrivé à la fac, où tu commençais à du coup à avoir toutes les lectures un peu voilà, plus dures d'histoire, tu t'es dit tiens en Ouais, fait il y a quoi à côté de Stephen King dans le rayon où je vais ouais. d'habitude? Je me suis dit: «Mais je sais faire, quoi. Ça, je sais faire. Donc go, on y va, on teste». Et t'avais jamais spécialement écrit avant? Non, non, non. Écrit, non. Raconter des trucs. Mhm. Mes potes, tu vois? Partir dans des divagations, Bien sûr. des tergiversations, tu vois? Juste pour se faire kiffer en soirée, raconter des bobards, quoi. Partir dans des délires, quoi. Oui, oui, oui. Ça, je savais faire, quoi. Et mon premier recueil de nouvelles fantastiques, du coup, il est publié, je suis en première année de master. Mhm. Et à partir de là, je me dis: «Je vais écrire un roman». J'écris un roman et Oui, qui publie c'est l'année aussi simple suivante, que quoi. ça, hein. C'est aussi simple que ça globalement. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai eu beaucoup de chance, aussi, quoi. Pour la publication, j'y suis allé un peu en mode, stratégique. C'est-à-dire que je suis allé repérer une maison d'édition qui avait 2 ans d'existence. C'était qui? C'est-à-dire qu'il y avait c'était, Walrus, une maison d'édition qui a disparu depuis, Ah quelque ouais? temps. Ah ils ont disparu? Ouais, Putain je ouais. savais même pas tu Walrus, qui était une maison d'édition 100 numérique, qui avait pile poil 2 ans d'existence quand je les ai repérés, qui publiait une collection de recueils de nouvelles fantastiques. Et parce qu'ils avaient 2 ans d'existence, ils étaient déjà assez, assis financièrement pour durer. vois. Mhm. Et ils étaient aussi en recherche de nouveaux auteurs. Mhm. Du coup, je leur ai envoyé mon truc et ils m'ont dit oui, d'emblée. Évidemment, parce que j'avais des nouvelles dans le tas de nouvelles que je leur envoyais qui étaient bonnes, qui valaient le coup d'être publiées, avec pour certaines, une légère, très légère réécriture, mais aussi davantage parce qu'effectivement, bah, ils cherchaient, de nouvelles plumes. Mhm. Et c'est vraiment cette stratégie-là que j'ai employée pour pouvoir, m'immiscer dans cette sphère littéraire. Mhm. Après, c'est Walrus qui a regardé tous les textes que je produisais. Donc mon premier roman que je leur ai soumis, ils étaient partants pour le publier. Je leur en avais parlé: «Bah, tiens, là, je suis sur un truc, un peu pulp, c'est 12, le machin». Ils m'ont dit: «Ouais, ça nous intéresse», ils l'ont publié direct. Le roman suivant, Mortal der Beast, pareil, ils l'ont accepté d'emblée. Et en fait, en me faisant un petit nom, sur cette sphère, de littérature, du numérique, il y a eu différents projets, qui ont, enfin, en tout cas, Walrus a fait parler de lui avec différents projets. C'est un éditeur très foisonnant en termes d'expérimentation de la lecture. Je me suis fait repérer par d'autres éditeurs à qui j'ai envoyé des textes qu'ils m'ont demandé. Donc moi, Peter Pan, en fait, Mhm. que j'avais écrit, l'un des chapitres en atelier d'écriture organisé par l'éditeur, D'accord. donc c'était Mu Édition. Moi, Peter Pan, c'est au sortir de l'atelier d'écriture, le texte que je produis en atelier d'écriture, il fait mouche, en fait. L'éditeur est content, il Uhum. me dit: «Je veux que tu m'écrives, le reste du texte, quoi». Incroyable. Et c'est comme ça que j'ai publié mon Peter Pan et que Peter Pan a été, repéré, aux Imaginales en 2018 ou 19, je sais plus. Ça a commencé comme ça, l'aventure. Donc Mhm. c'est beaucoup, beaucoup de chance et un peu de talent et un peu de travail parce que du coup, il faut écrire, régulièrement, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Faut en pondre quand même du texte pour s'améliorer. De toute façon, faut essayer des nouvelles choses, faut en faire quoi. Et puis, tu vois, il y a Mmh. quand même un petit peu toujours de part de stratégie, de voilà, trouver la bonne personne, tout être là au bon moment pour que ça puisse fonctionner, que ça tombe dans des bonnes mains quoi. Et c'est vrai que je vois des Ouais. fois que le Moi Peter Pan c'est marqué comme ton premier roman, mais en fait, t'avais déjà publié des choses avant. En fait, j'arrive pas à savoir pourquoi cette espèce de mépris envers
peut-être Walrus, qui était pas considéré comme une maison d'édition parce qu'ils publiaient que du numérique. Je sais pas trop en fait. Pourquoi du coup, tu vois, Ouais, je crois c'est. que c'est pour ça. Ouais, tu penses que c'est Je pour crois que ça c'est aussi? parce que c'est 100 numérique, en fait. Ouais. Du coup, c'est pas considéré comme étant un roman à distribuer dans les librairies, et cetera, et cetera. Alors pour en revenir à cela, du coup, c'est toute la généalogie. Tu disais que t'avais pas trop le temps de lire et tout. Au final, t'as quand même eu pendant la fac le temps d'écrire. C'est que ton nouveau divertissement, entre guillemets. Et c'était quoi Tout à fait. le genre, du coup? C'était de la SF? Ouais, c'est de la SF aussi. En fait, j'ai commencé par des nouvelles fantastiques et horrifiques, Mhm. du gore, tout ça, et quand je suis passé au roman, j'ai fait de la SF. Faut pas me demander pourquoi, mais grosso modo, je pense que je faisais passer plus d'idées sur le Mhm. monde avec la SF que, Alors que du coup, c'est pas le style, la SF que tu lisais le plus à la base, en fait. ouais, ouais, je lisais que du fantastique et de l'horreur. Mhm. C'est dingue. Ouais, c'est Heu, marrant, du coup, d'avoir basculé sur la SF presque sans préconçu, sans préjugés, sans image là-dessus. Qu'est-ce que t'avais déjà lu des trucs un peu de SF quand même, ou vraiment pas, tu vois? ouais, bah, C'est j'avais lu, viteuf. peut-être la moitié de ce bouquin de Dune que j'avais reçu. J'avais lu, la trilogie Mars la rouge. La Ouais, trilogie de Mars, Mars la rouge, Mars la verte, pardon, Mars la bleue et puis Mars la verte. Un truc de conquête spatiale, quoi, tu vois? la trilogie martienne. Conquête de la planète Mars. En fait, la SF, c'est plutôt par les films que ça m'avait, Ouais, ouais. Il y a un peu de Blade Runner dans tes influences ou pas du ouais. tout? Ouais, hein. En tout cas, dans Terre Marron, ouais, c'est Blade Runner aux Antilles, quoi. Ouais, bah ouais, oui, oui. Alors, on va en parler bien sûr de Terre Marron. Mais ouais, Ouais. Ouais, Blade Runner aux Antilles, c'est vrai. Côté grandes îles, c'est un peu ça. How many genders are there? Salut, bienvenue Voilà. les gens. Un commentaire là, tu es plus dans le réel et l'analyse, moins dans l'imaginaire. En fait, ouais, c'est mon côté pragmatique peut-être, ouais, j'avais quand même cette approche, entre guillemets «carriériste», quoi, tu vois? Quelle est l'approche pour faire une carrière dans le bouquin? Mhm, Quelle est mon approche pour pas galérer, des années et des années à juste soumettre, des manuscrits, à des éditeurs, en festival, tu vois? Et passer le pas, quoi. Tu peux garder les pieds sur terre sur un aspect de ce métier-là et à côté de ça, pourtant dans tes textes, eh ben, utiliser, tout le pouvoir de l'imaginaire pour pouvoir, continuer à t'échapper de toi et puis, tu vas pouvoir faire s'évader d'autres personnes qui vont te lire ensuite, quoi. Il y a une question juste avant là, ouais. sur les liens entre le fantastique et l'horreur et la SF. Mais du coup, en fait, on le retrouve dans mes textes, actuellement, qui ont un côté très organique, très en lien avec la souffrance des personnages. Donc j'ai gardé ça du fantastique, et de l'horreur, tu vois? Le côté gore, le côté graphique, le côté, hypersensible, mais dans le sens, très sensoriel, hypersensoriel, Mhm. du texte. Ou ça, je l'ai gardé dans ma SF et ça fait quelque chose peut-être, peut-être de différent ou de peu commun. Je sais pas si d'autres écrivains de SF le font. En tout cas, voilà, je fais pas de la SF, je fais pas de la hard science, tu vois? C'est pas de la Ouais. SF, analytique, mathématique, avec de grandes théories, tout ça. Je suis quand même très centré sur l'individu, le côté, sensible du monde, et l'individu qui subit plus la technologie qu'il ne la crée, quoi. Ça qui est ouf en fait sur la science-fiction que je trouve incroyable. T'as l'impression que ça fait des dizaines d'années que des gens nous alertent que on peut se faire bouffer par la technologie. Puis on y va quand même en fait. On se fait bouffer par ça, mais sous un autre aspect et à la fois, bah, on mute aussi un petit peu avec, tu vois. Le fait que maintenant la moitié de notre cerveau quelque part, il est sur Internet. Parce que on n'a pas besoin de se souvenir de choses, il y a juste à taper parce que si on veut retrouver quelque chose, on a juste à aller dans nos notes ou dans une conversation ou dans nos photos. Finalement, notre humanité existe différemment, elle existe avec. Et le problème, Ouais, c'est est-ce que ça profite à quelqu'un ou pas, quoi? Quelqu'un ouais, d'autre. ouais, ouais. Je pensais juste que tu étais en archéologie et ça me fait rire parce que tu parlais de trucs que tu lisais un petit peu d'explorateurs quand t'étais gosse ou que tu regardais à la télé. Et du coup que t'as fini en archéologie parce que tu t'es dit c'est l'aventure, l'archéologie un petit peu. Il y avait un peu ce truc-là dans un coin de Ouais. tête. Indiana Jones Ah quoi. ouais, ouais, c'était exactement
exactement ça. J'ai kiffé, hein, les années d'archéologie que j'ai fait, que ce soit à la fac ou sur les chantiers. J'ai terminé dans un musée, Mmh. musée de préhistoire, de la Veine d'Orniac en Ardèche et en fait, le musée était fermé, mais il fallait quand même faire vivre, les collections, autour du musée et donc on m'avait chargé de construire un campement préhistorique, grandeur nature. D'accord. Moi j'ai une spécialisation en préhistoire, les derniers chasseurs-cueilleurs du sud-est de la France en fait, en réalité. D'accord. Heu et du coup on avait fait, tout un parcours en fait dans le parc du musée. On pouvait tailler du silex, on pouvait, allumer du feu, faire de la peinture rupestre, on pouvait chasser, à la sagaie aussi Incroyable. et c'était sympa, c'était très sympa C'est-à-dire que tu et as pu créer justement l'aventure de la préhistoire, tu ouais, as pu la recréer plutôt que de juste la ouais. chercher. Ah, incroyable, trop stylé. Ah c'était dingue, c'était dingue, dingue. Enfin moi j'ai vraiment kiffé ces années-là et en fait quand le musée a réouvert ses portes après sa rénovation, la direction du musée m'a dit, «Ben voilà Mike, à partir de l'an prochain on va fermer le parc préhistorique et tu vas te retrouver à faire, 90 de ton temps, de la visite guidée, dans le musée. Donc tu auras encore des ateliers évidemment, mais ça sera dans le musée, ce sera plus, dans la nature». Mmh. Et les visites guidées, bah, ça sera, principalement avec des gamins de qui sont là en classe de découverte, quoi. Mmh. Je dit: «Beh, moi ça m'intéresse pas trop quoi, surtout au salaire que vous me proposez». Ouais. J'ai eu le choix, soit j'acceptais leur CDI, à 1 300 à 1 300 € Ah ouais. par mois et donc derrière c'était mon banquier qui me riait au nez, dès que je lui parlais de perspectives, d'avenir ou de prêt ou de quoi que ce soit. Soit je me mettais au chômage et pendant 1 an et 1 an et demi, ben, je touchais, 1 000 balles par mois, tu vois? Mmh. Le kiff kiff. J'étais déjà publié, j'avais 2 romans de publiés, je leur ai dit: «Bye bye». Mmh. Je me suis mis à fond dans l'écriture. Tu continué et c'est à ce moment-là aussi que tu as commencé ta chaîne, YouTube? C'est à ce moment-là que j'ai commencé, ma chaîne YouTube, ouais, dans la foulée quasiment. D'accord. Bah, voilà, c'est bien le chômage. Vous voyez, les gens ils râlent là, le chômage, ils font rien. Ça fait une des meilleures chaînes de littérature de YouTube, quoi. Super cool. Ouais, j'ai eu la Bien sûr. chance, à l'époque, bah, de rencontrer en fait, toute la team, de YouTube, avignonnaise quoi, donc François Terrel, le fausseur de films, Patrick Beau de la chaîne Axolot, hem, il y avait Adrien Darico aussi de la chaîne, Raptus, il y avait Mathieu Pradallet de Fresh Food Porn, Mmh. Ah il oui, y avait, oui. Jimmy Valentin de la chaîne Oku et C'est vrai qu'il y avait du monde, du hein, coup, dans, Avignon, ouais, il y avait du monde. ouais, 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 Là, ouais. ça a migré à Lyon, il me semble, c'est ça? Mais putain, il y avait du monde. Ne Non, non, c'est François Terrel qui était lyonnais, Ah oui, d'accord. et qui a migré sur Avignon. Mmh. Heu, il y a quelques Lyonnais dans le tas et en fait, tous à Avignon et ben, on s'entraidait sur les tournages et à chaque fois, il y avait un mec qui faisait la caméra, qui prenait le son et tout ça. Donc du coup, on a une bonne synergie et moi, comme je leur parlais bouquin, Mmh. il y a personne qui fait des missions, YouTube sur la littérature donc vas-y quoi, installe-toi. Mmh. Donc ils m'ont poussé et puis j'ai fait la brigade du livre. Donc OK. comme ça que ça a commencé vraiment quoi. OK, OK. Incroyable. Et donc tu pouvais, donc tu faisais tes vidéos et puis en parallèle, du coup, tu écrivais tes romans, tu continuais à bosser là sur l'écriture? Ouais, je me suis mis à fond, vraiment à fond dans l'écriture parce que, je savais que j'avais 1 an et demi, au bout d'1 an et demi, Ouais. ben, il fallait que je retrouve un boulot sinon si je perçais pas dans ces 1 an et demi, ben, je passais à autre chose. Et pour parler du coup de ton rapport à la lecture à ce moment-là, est-ce que dans ton processus là d'écriture de ces vidéos, tu avais un peu une pression, au niveau de l'écriture de: «Merde, est-ce que je les ai assez lus? Est-ce que je les connais assez pour en parler?» Est-ce que tu as beaucoup lu aussi pour pouvoir faire ces vidéos? Parce que j'imagine que gérer une chaîne YouTube plus, continuer à écrire sur tes romans, c'est quand même assez intense, comme gestion quoi, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, c'était beaucoup de recherches par thème, tout ça et puis de la lecture,
ou en tout cas beaucoup de recommandations, quoi. Mmh. J'allais chercher des recommandations pour pas perdre mon temps sur des trucs chiants, quoi. Le plaisir de la lecture est revenu, à ce moment-là, quoi. Donc c'était aussi des lectures plaisir que je voulais me faire, quoi, Mmh tu mh, vois? mmh. Je me suis jamais vraiment imposé faire des choses, quoi. Mmh mh, mmh. Il y a Shazam qui te demandait, tu sais écrire de la fiction, tu as fait des vidéos du coup, est-ce que tu aurais envie d'écrire des scénarios ou de faire un film? Ouais, j'ai fait quelques courts métrages déjà, dont un qui avait été sélectionné en festival, aux Antilles là-bas et j'ai écrit quelques épisodes de séries mais ça prend du temps, à écrire et du coup, maintenant je fais plus rien sans être payé, sinon tu vis pas, quoi. Hem C'est une bonne condition, c'est une bonne condition. Donc ouais, du coup, c'est toujours dans les tiroirs. Apparemment, il y a des bourses qui se baladent, il faut aller les demander, il faut faire des dossiers. C'est assez compliqué et rébarbatif, mais apparemment, faut passer par là. Ouais, l Un de ces 4 peut-être, ouais, j'aurais fait un scénar, qui aura abouti. Parce que du coup, voilà, j'ai fait du scénar pour de la vidéo YouTube. Donc c quand sur internet, vous voyez, Michael Rock, scénariste de science-fiction, mon expérience de scénariste, elle s'arrête là, hein. J'ai fait du scénar pour YouTube, quoi, c'est tout. mmh mh. Là, j'ai fait, mon premier scénar pour un clip musical. Ça me branche, mais terriblement, quoi. Là, c'est pour un artiste qui s'appelle, Pompis, qui est un artiste, dancehall, guyanais, OK. heu, qui revient un petit peu sur la scène, là, avec un nouvel album et ouais, j'ai vraiment kiffé ça et le son est pas encore sorti, mais je le ferai tourner, sur mon Twitter, quand il va sortir. Ah OK, Ça, c'est clair. intéressant, ouais, comme expérience, intéressant. L'aventure un peu, YouTube, là, parce que tu disais: «Je fais plus rien sans être payé». Tu la referais pas forcément maintenant, de te lancer dans de la création sans trop savoir comment tu vas être payé, Ouais, bah, ma priorité, effectivement, c'est de payer mon loyer, quoi. À l'époque où j'ai terminé, la première re saison, si on peut dire ça comme ça, de la Brigade du Livre, j'avais quand même des quelques petits dons sur Tipeee, via Tipeee Mmh mh. et ça représentait, 250 balles, quoi, tu vois? C'était pas négligeable, mais ça s'est arrêté là. Du coup, aujourd'hui, si je me relançais, si je relançais la chaîne, YouTube, Mmh. hem serait effectivement en dilettante Mmh. et la priorité va quand même, voilà, à mon loyer. Du coup, je passe tout dans des missions qui sont payées, quoi. Ouais, puis, bah, Hem, ça demande du matos aussi, à avoir pour de produire ouais, des vidéos. Là, tu parlais tout à l'heure, ouais, bah, vous entraidez pas mal entre vous aussi pour produire ces vidéos. C'est vrai que seul, c'est peut-être pas pareil, quoi, c'est peut-être plus compliqué, je sais pas. là, le matos, je l'ai. Ouais, Après, voilà, les missions payées me prennent tellement de temps et d'énergie que, ben, ouais, quand tu rentres chez toi le oui, soir, bah, oui. ben, tu as pas forcément la motivation pour te relancer de nouveau sur un tournage, Mmh mh, mmh. ou tu vois, sur l'écriture d'une vidéo, ou sur le montage d'une autre vidéo, Ouais, c'est des choses qui prennent du temps et qui prennent surtout de l'énergie. ouais. Et et voilà, quoi. Mmh mh, mmh. Donc là, j'ai ma chaîne Twitch, et je m'y tiens, tu vois, Ouais, de ouf. Putain, c'est la très discret. régularité. Ouais, La régularité est heu, dingue, pour les petits ateliers d'écriture, du coup, 2 fois par semaine, là? 1 fois par semaine. 1 fois par se ah oui, tu as Juste, enlevé l'autre? juste Celui du mardi? ouais, Ouais. ouais, parce que, bah, il y avait personne. Ouais, Rendez-vous antillais ouais. OK. et mais du coup, voilà, j'aimerais vraiment terriblement reprendre, la Brigade du Livre. Il y a Ah ouais? une vidéo qui monte petit à petit là, dans les tuyaux et voilà, ça prend un temps fou. Le Nexus où ça disait qu'il y a quelques années, ça avait tourné des scènes qui Ouais, attendaient il y a toujours? 4 ans, Ah ouais. 4 ans. Le capitaine avait encore des cheveux. Ouais, ouais, bah ouais, tu vois, je savais pas, si tu avais encore l'envie, en fait, tu vois, toujours en tête la Brigade du Livre ou si c'était un projet un peu, bah, abandonné, du coup, parce que, bah, voilà, maintenant tu publies des romans et tout, mais tu as encore un petit peu en tête, en fait, ce projet, quoi. C'était l'année dernière, non, il y a 2 ans, il a voulu monter sa chaîne YouTube. Je me suis dit: «Bon allez tiens, je vais l'aider». Il a créé une chaîne qui s'appelle, Nau Nautilus League. OK, C'est une chaîne sur les fonds sous-marins, d'accord, heu très précis. et en fait, dans une cave quelque part dans Fort-de-France, on OK, a reconstruit l'intérieur de la salle des machines du Nautilus. OK, On a tourné, 3 vidéos dedans peut-être? OK. 2 ou 3 vidéos dedans. Donc j'ai récupéré le décor et le décor est chez moi. Et il faut que je le remonte en fait pour m'en faire un petit bastion, pour la Brigade du Livre, quoi.
OK, Donc incroyable. j'ai encore ça dans les tuyaux mais il faut, voilà, il faut que je prenne le temps de remonter le décor et de reposer ma caméra et Mmh. voilà. Je me souviens aussi de tes vidéos, je crois. T'étais allé dans une maison d'édition, je crois que c'était Brajlon, et je m'étais dit: «Ah, c'est intéressant comme, comme élargissement de ce que tu fais, d'aller aussi rencontrer le milieu du livre et tout», Et c'était eux qui nous avaient contactés, en fait, Ah ils ouais? nous avaient dit: «On aime bien ce que vous faites, on lance notre collection numérique, est-ce que ça vous dit de venir à Paris?» On leur a Trop dit: bien, «Oui, carrément, quoi». trop bien, trop bien. Et ouais, ça m'avait permis de les rencontrer, mais c'était juste avant la problématique avec, Marsan. Ouais. Donc du coup, je connaissais pas du tout Ah le oui, oui. milieu. Bah, tu sûr, tu Tu vois? pouvais pas forcément On avait savoir. essayé, on avait essayé de leur vendre, la brigade du livre en roman, tu vois? Mais Ouais. ils Ah avaient ouais, pas adhéré. il y avait un projet de Brigade du livre en roman? Ah, on avait pensé ça avec mon collègue à l'époque, Lilian Péché, on avait pensé ça en mode, comment on appelle ça? Transmédia, quoi. Mmh mh, mmh. Média. Donc ouais, on a des bouts de BD quelque part, Ouais. ouais, il y avait ces envies de faire des romans aussi, des romans pulp. Ouais, Et voilà. le truc sur Marsan et Brajlon, c'est un truc, bah, quand tu pas tu peux pas savoir. Moi, je me souviens qu'à ce moment-là, moi, j'étais, en alternance, dans des maisons d'édition, et on le savait, en fait. On était en 2015, 2016. Moi, oui, c'est ça, j'étais en alternance entre 2014 et 2016, et puis on avait entendu des échos que Brajlon, parce que moi, j'étais en mode: «Ah, Brajlon, génial, c'est une grosse maison, une très bonne maison de SF et tout», et les Ouais. échos, c'était, «N'allez pas là-bas, en fait, n'allez pas faire un stage là-bas, d'autant plus si vous êtes des meufs, c'est pas ouf, l'ambiance est pas dingue», tu vois, on entendait des choses comme ça, mais en fait, quand t'es pas dans le milieu, tu peux pas le savoir, quoi. Quand t'es pas dedans, c'était que des bruits de couloir, tu vois, des trucs, quand t'entends lointainement de, là-bas, c'est pas ouf, et t'en sais pas beaucoup plus. Mais ouais, puis ça a éclaté il y a pas si longtemps que ça, quoi, 2018, je crois, quelque chose comme ça, on a su. En gros, un directeur, qui est un gros harceleur, quoi. Et du coup, à ce moment de la brigade du Livre, moi, je me souviens aussi, de cette vidéo où, bah, t'étais, en Martinique, et où tu disais que t'avais déménagé là-bas, donc, que tu t'installais en Martinique. Donc tu t'es aussi un peu, bah, coupé les gens avec qui t'étais, sur la chaîne YouTube. Ouais. Euh, je sais pas si tu veux, nous en parler, d'aller en Martinique, de qu'est-ce que c'était pour toi, en fait, d'aller là-bas. Est-ce que t'as retrouvé aussi, C'était, surtout à cause de l'ambiance de plus en plus anxiogène, qu'il y avait en France. Peut-être que j'y étais, plus sensible que d'autres. Du coup, voilà, peut-être que j'étais devenu plus exposé que d'autres, à des événements de racisme quotidiens. Du coup, ouais, c'était vraiment devenu quotidien pour moi d'avoir des petites micro-agressions ou de choses qui me faisaient me rappeler que moi ou quelqu'un qui pourrait me ressembler n'était pas intégré dans la société française. Et du coup, ça minait de plus en plus mon moral et j'ai eu l'opportunité de partir aux Antilles. Je crois que le plus marquant, en fait, ça a été la mauvaise curiosité des gens, en soirée qui ne font que te rappeler que tu viens pas de Lyon. Voilà, moi j'ai grandi à Lyon, je suis né à Lyon, et j'ai jamais connu les Antilles, j'ai jamais connu la Guadeloupe, d'où, là où est née ma mère. On n'est jamais parti en vacances là-bas et du coup, c'est pas du tout une culture à laquelle je me référais, mais à chaque fois mmh, que je rencontrais des nouvelles personnes, ces gens-là, ne m'essentialisaient au mmh, point que je ne pouvais venir que de là-bas, quoi, et que j'avais de la chance de venir de là-bas. Alors que, ça ne me parlait pas du tout, tu vois? Cette chance-là. Et au final, bah, ça finit par creuser quelque chose que tu avais pas besoin au départ dans ta vie, dans ta personnalité. C'est-à-dire un trou qui se fait, quelque chose que tu as pas connu et auquel les gens te renvoient, constamment, quoi. mmh, Et même quand c'est bienveillant, tu vois? Même quand, tu as des gens qui te disent, «Non mais, heu, Mike, pour moi, tu es d'ici», tu vois? «Moi, je vois pas les couleurs» ou quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est te renvoyer, par la négation ouais. à quelque chose d'autre, tu vois? Que tu dirais pas ça à un jeune môme, blanc lyonnais, quoi, tu vois? Tu lui dirais pas: «Mais non, pour moi, tu es d'ici». Pense, tu vois? Voilà, donc pas être humain, quoi. Tu es encore un être humain avec une couleur de peau et heu et voilà, c'est comme, je sais pas, ma petite sœur qui me dit: «Mais moi, de toute manière, je suis intégrée ici». Et c'est bien ça le problème, tu vois?
Le problème, c'est que tu as pas Intégré. besoin d'être intégré, tu vois? C'est le mot que tu utilises là, en tant qu'être humaine, ben, tu aurais pas besoin d'être intégré si le pays n'était pas vérolé, quoi. Ouais, Donc du coup t'es là, voilà, à aucun moment cette notion elle est censée être nécessaire à la base, quoi. Donc bon, ouais, genre, t'es là, quoi. ouais Comme tout le et du monde. coup, ben, j'ai voulu aller voir, quoi Mhm. et je suis allé voir, je suis pas revenu, Tu disais, t'avais simplement. eu une opportunité, il y a un truc qui t'a permis d'aller Ouais, là-bas? c'est ouais, une nana, Ah, ok. ouais, Bien sûr. toujours les histoires d'amour. Ouais, souvent, souvent. Du coup, voilà, je suis resté là-bas parce que finalement, ben, dans la société, martiniquaise, je suis, un individu peut-être, le plus privilégié, tu vois? En termes de privilèges, s'il faut réfléchir le monde comme ça, Mhm. heu, je suis un des plus privilégiés dans cette société. C'est-à-dire que je suis déjà un homme, je suis pas blanc, mais je suis pas totalement noir non plus, tu vois? J'ai ce qu'on appelle une peau chapée, Chaper? Ah, je entre connaissais pas le mot. chapée, ouais, une peau qui a échappé à son destin, Ok. heu et donc du coup, ce côté métis fait que je suis bien vu dans tous les milieux, quoi. Je suis à la fois le fils prodigue et prodige, qui est revenu, à la maison, quoi. Je suis à la fois, le mec qui a fait un petit peu d'études Ouais. et donc qui est pas d'un milieu social, déjà, entré dans la société. En fait, je suis aux Antilles ce que, un homme blanc de 50 ans, cis hétéro, serait en France, quoi. Mhm. C'est très confortable, de naviguer comme ça là-bas, même Ouais. si l'installation n'a pas été, facile. Finalement, en l'espace d'un an, j'ai pu, me faire mon premier réseau professionnel, mes premiers clients, Ouais. Bah, en tant que c'est dur en aussi, tant que j'imagine, de s'insérer ouais, dans un endroit en plus, c'est particulier, j'imagine. Toutes les îles, en fait. J'ai toujours entendu que vivre sur une île, c'était un sentiment particulier parce que bah, c'est un cercle plus clos, entre guillemets, les gens se connaissent. T'as un sentiment insulaire, j'ai l'impression. ouais, ouais, ouais Bon, après, et puis voilà, c'est pas du tout la France, quoi ouais. et c'est une culture qui est complètement différente, et tu peux pas faire de transposition entre ce qui se passe en France et ce qui se passe là-bas. Mhm. Sur aucun point, quoi, même politique, même économique, même, même au niveau sanitaire, tu vois? Avec la crise de Covid, on l'a géré complètement différemment. Ça va quand même assez rapidement. Ouais. C'est une espèce de de Far West encore, où tout est possible. C'est un microcosme où les milieux sont assez petits, quoi. On connaît très vite qui sont les personnes, au sein d'un même milieu, quoi et les milieux s'entrecroisent aussi. C'est 400 000 habitants. Du coup, ouais, c'est assez simple de s'insérer là-dedans, quoi. Mhm, mhm. La plage, le soleil, les cocktails. Non, non, bah, du coup, tu vois, toute la Martinique que tu connais, c'est l'inverse de ça, quoi. Ouais. La banlieue urbaine, c'est pas les cocktails, mais le rhum sec. C'est les gros rats, les gros cafards, la zone, les plans stations la nuit, c'est-à-dire on va boire des bières, sur les parkings des stations-service. J'ai pas pris les codes locaux de Martinique parce que la manière dont je m'habille, on voit très bien que je suis pas martiniquais. On peut pas non plus réduire le martiniquais à un code ou, un archétype. Comment je m'inscris dans cette société, bah, c'est avec toute ma différence et ma différence, elle trouve des échos et du répondant dans toute la sphère artistique qu'on a aux Antilles. Le milieu artistique, il est très diversifié. Il est peut-être plus diversifié que tous les autres milieux, que toutes les autres sphères, sociétales, martiniquaises. Du coup, j'ai pas eu besoin de prendre les codes locaux, tu vois? Je suis venu avec les miens et ça a juste ajouté quelque chose, à la Martinique. Ah, je sens C'est un peu on arrive de plus en plus à Edouard glissant, hein. On y glisse, gentiment. ouais, ouais, À ouais. un Bah, tu moment. vois, tu comprends. C'est justement, tu vois, c'est vers ça, là, après, que j'allais te poser des questions, parce que du coup, est-ce que tu avais déjà commencé, pour revenir à la lecture, à lire des choses sur ces thématiques-là? Et ensuite, bah, est-ce qu'en Martinique, j'imagine que tu as commencé à découvrir aussi la littérature antillaise des Caraïbes et t'es plongé aussi dans ce monde-là. Donc voilà, un peu les deux questions, genre, Ouais, je suis arrivé aux Antilles, j'ai lu, Alfred Alexandre, tout premier, un auteur qui a fait une trilogie, sur l'urbanité en fait, aux Antilles.
sur la vie urbaine, sur la vie dans les quartiers. Ouais, Il y a eu Les Villes assassines, j'ai que qui est celui-là. dingue. La première phrase, je crois que je la connais encore. «Les villes qui fument du crack ne veulent pas qu'on leur dise qu'elles sont belles» et c'est un putain de bouquin. On descend vraiment au cœur des ruelles, des dernières ruelles, infréquentables de Fort-de-France. Bon, c'est romancé, hein, évidemment, mais c'est un bouquin qui m'a marqué à mon arrivée. J'ai découvert, par son entremise et puis, parce que c'est un auteur qui est encore vivant, qui est devenu un pote. J'ai découvert par son entremise toute la sphère artistique et quoi s'inspire cette sphère artistique et donc notamment Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, les penseurs de la créolité, Aimé Césaire aussi Mmh. et donc j'en ai lu un petit peu de cela quoi aussi. Voilà. Mmh. C'était pas trop des Ah, lectures que t'avais eues avant, en fait? ouais, pas du tout, Pas du pas tout? du tout. Que t'avais lu de l'histoire, beaucoup de théories historiques, mais pas trop, du coup, en sociaux, Ouais, un peu moins? la vraie pensée de l'humanité, actuelle, je l'ai découvert là et ça a Mmh été mh. un choc quoi. Mmh mh, mmh. Rien à voir avec les cours de philo qu'on a en terminale, Mmh. OK. Parce que au final, ce que tu dis, tu lis genre 5 bouquins par an, tu lis assez peu, mais c'est très ciblé en fait. Est-ce que c'est des livres que tu fouilles et genre t'hésites avant de te lancer dans des lectures? Genre, est-ce que t'as une petite liste, tu vois, en mode ah, ça je le lirai bien, mais t'es en mode j'attends, ou alors ce livre-là, c'est celui-là qu'il faut que je lise, là je sens que voilà, il faut que j'y aille. C'est des bouquins qu'on me recommande. Je D'accord. fonctionne que par on me dit: «Mike, faut que tu lises ça» et puis, très souvent, je sais pas, il y a une espèce d'alignement des étoiles qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont me recommander le même bouquin dans un mois, tu vois? Et donc du coup, je vais me le prendre, quoi. Du coup, je suis rarement déçu, quoi. Je pense que les gens qui me conseillent des bouquins sont aussi des gens qui savent, ce que je lis et ce que j'aime et du coup, ils font mouche à chaque fois. Si je vais lire un bouquin, c'est que je sais qu'il va m'apporter quelque chose Mmh. d'une manière ou d'une autre. Je me souviens la dernière fois, c'était avec Antipatriarcam, t'étais sur la fin du live, et ça parlait un peu d'Aimé Césaire. Césaire auteur, c'était un sauvage et il était ouf de puissance. Mmh. Il avait gardé, tout ce côté barbare, anticolonial, qu'il faut tenir, quoi. S'il y en a un à lire, c'est Cahiers d'un retour au pays natal, quoi. Il avait pas peur de mâcher de ne pas mâcher ses mots et il avait cette puissance poétique qui nous met tous à plat, quoi. Mmh. Ça, c'est clair et Et net. c'est bien Césaire hein, qui était sur tous les concepts de négritude, etc. Ouais, ouais, Ouais. ouais, avec Senghor Ouais. et d'autres et les sœurs Nardal qu'on oublie tout le temps. Ah ouais? Ah, Heu, tu vois, je les connais pas du tout, du coup. ouais, Paulette Nardal avant Césaire. C'est elle qui amène Senghor et Césaire à la négritude. D'accord. Ouais, ouais, les oubliés de l'histoire, hein, toujours. Et c'est marrant, c'est souvent des femmes quand même. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, hein. Ah, c'est Non, curieux. mais et du coup, après Césaire, homme politique, c'est me dirait Patrick Chamoiseau, il est pauvre. Et il est assimilationniste, départementaliste, tu vois? En Ouais. fait, il a pensé que la départementalisation pourrait nous amener à une autonomie plus douce. Alors, ce texte, il est pas du tout doux, Césaire, tu vois? C'est marrant comment il en est venu de Et cette radicalité qu'il avait à ouais. finalement accepter des compromis plus assimilationnistes et accepter, tu vois, Ouais, je un aménagement avec bah, le colonialisme, quoi. Bah, quand tu as ta plume, tu que ta plume et ton texte comme responsabilité, tu vois? Et quand tu es maire de Fort-de-France, tu as une population derrière, tu vois? Mhm. Ouais. Pas être, véhément et puis te retrouver avec l'armée, dans le port de Fort-de-France, avec des fusils à balles réelles devant Mhm. devant une foule. Je suis un peu d'accord que dans beaucoup de cas, le pouvoir, ça se démise, quoi. Parce que tu te rends compte que bah, les décisions politiques que tu prends, elles ont une conséquence directe et brutale et frontale avec la vie des gens que tu es censé représenter et que tu essayes de gérer. Et et les politiques qui ont fait des choix plus révolutionnaires, bon, bah, ils ont du sang sur les mains, quoi. Évidemment. Ouais. Et à quel point tu acceptes d'en avoir pour un idéal, à quel point tu te dis que ça vaut le coup, le pari en vaut le coup. C'est le poids de la politique, je pense que des fois on le sous-estime un petit peu. Mais en réalité, si on regarde bien, bah, la Caraïbe, c'est pas que les soirées zouk, c'est pas que le dancehall, c'est pas que, pareil pour le zouk. Hem, ça entraîne une résonance en eux comme, je sais pas, comme nos grands frères et grandes sœurs,
comme nos parents s'extasient devant les sessions années 80 dans les booms, tu vois? Ouais, ouais. Mais voilà, j'ai pas ça et donc du coup, je suis quand même resté, un peu à côté de ça, mais ça me manque pas quoi, ça me travaille pas. Mmh mh, mmh. Je pense que certaines personnes, ça pourrait les travailler, tu vois? Peut-être, malheureusement, de se dire: «Putain, j'ai loupé ça et en fait, je suis pas martiniquais ou je suis pas caribéen ou» Ouais. c'est pas un truc, archétypal quoi. Mmh mh. C'est vraiment un foisonnement de plusieurs choses et pour moi, la Caraïbe, c'est aussi une histoire d'arrachement et de déracinement. Déjà pour ceux qui vont fonder, ces peuples caribéens, après la colonisation et c'est aussi un arrachement de ceux et celles qui vont partir de ces îles pour aller faire des études, Ouais. ou travailler en France ou au Canada et cetera et qui vont se construire aussi par rapport au monde différemment, qui vont parfois revenir, dans la Caraïbe. Voilà, c'est des histoires de déchirement, d'arrachement et de reconstruction. Il y a un terme pour ça qui s'appelle la métaspora. Plus la diaspora africaine, c'est une diaspora de la diaspora et donc c'est une construction qui est dans un monde qui est totalement différent que cette enclave insulaire OK. et et moi-même, je fais mon histoire familiale, c'est cette histoire d'arrachement. Hem et c'est ce qui fait ma caribéanité, finalement. Je suis caribéen parce que je suis arraché, de toutes parts et que cette individuation, cette construction individuelle que j'ai fait, durant ces 35 années de vie, ben elle est en fonction, de cet arrachement, de cette vie que j'ai fait à droite à gauche, quoi. Mmh mh. Je comprends totalement du coup comment, heu, glissant ça a pu, par exemple, te faire énormément écho. Parce Ouais, que, bah, ça te donne ces clés de compréhension sur ta propre vie finalement, en fait. ouais, Et c'est sur ça. l'histoire même de la décision que tu as prise d'aller en Martinique, c'est, et de découvrir après qu'il y a des gens qui ont pensé tout ça, qui ont pensé tout ce rapport de vie là, tu vois? C'est ça, quand Glissant dit, que, les peuples caribéens, n'ont pas de genèse, n'ont pas de racines, ataviques, c'est exactement cette position-là, d'un peuple, enfin d'un individu métissé. Je suis ni de France, ni d'Antilles, tu vois? Mmh. Ni totalement de France, ni totalement des Antilles. Je suis des 2 à la fois et je ne suis aucun des 2 aussi à la fois. Donc du coup, je peux pas me fonder avec une racine unique et je suis obligé de me fonder en relation de ces deux parties pour fonder, autre chose encore. Mmh. Ni l'un ni l'autre et c'est exactement ça, la pensée de la relation, la pensée de la créolisation de Glissant, de Chamoiseau, le respect de la différence à travers la diversalité et cetera, c'est exactement ça, quoi. Mmh. Ça t'a fait quoi, là, en début d'année quand, Mélenchon a repris justement ce concept, de créolisation, qui a parlé d'Édouard Glissant, les gens ne connaissaient pas du tout. Toi, tu travaillais déjà dessus, c'est déjà des choses que tu avais lues. Tu avais déjà fini l'écriture de ton roman à ce moment-là, Terre Marron, qui, je vais y Ouais. venir, mais qui justement parle beaucoup d'Édouard Glissant dedans. Et comment tu trouves sa vulgarisation aussi des concepts de créolisation? Elle est un peu dangereuse, sa vulgarisation de la créolisation. Parce que la créolisation, voilà, d'un point de vue, il y a pas que lui, hein, il y a d'autres universitaires aussi que je connais qui parlent en termes, élogieux de cette pensée de la créolisation, Des universitaires comme connus ou que toi tu connais? que moi je connais. D'accord. Hem, heu, mais heu, mais qui voient en elle, en fait, la pensée qui sauverait quelque part, la manière d'être ensemble dans le monde, quoi. Peut-être Avec redéfinir créolisation pour, des gens dans le chat qui connaisseraient pas trop, créolisation, c'est la mise en contact, brutale et accélérée de 2 cultures, de plusieurs cultures et qui a pour, résultat la création, d'une culture tierce, d'un impensable, d'un inconnu, la création d'une donnée inconnue. Hem
La créolisation, c'est pas forcément que bénéfique. Mmh. Alors oui, effectivement, quand c'est bénéfique, c'est tout bénef, mais l'esclavage, par exemple, c'est une créolisation. C'est la mise en contact de la culture européenne avec les cultures africaines, et qui se déportent aux Amériques pour fonder une société, dont l'économie repose sur la déshumanisation, d'une partie de l'humanité. Mmh. Quelque part, Hem, le concept de créolisation, c'est un concept assez, j'allais dire pas vide, mais c'est un outil en fait. C'est qu'un outil pour ça expliquer des relations en fait. Il Ouais, donne pas derrière je vais pas dire de valeur, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, c'est juste une description de mécanisme en fait. créolisation, heu, avec l'esclavage qui était cette donnée impensable. Alors on avait déjà pensé l'esclavage, dans à l'Antiquité en Europe, les peuples africains aussi, heu, avaient déjà des esclaves, mais c'était un autre type d'esclavage et il était pas au centre de la pensée sociétale, de la pensée économique de la société. La nouveauté de la traite, heu, négrière atlantique a été justement de penser ces nouvelles sociétés avec cette déshumanisation d'une d'une de ces grandes constituantes, quoi. Mhm. Le fait de le fait on le dit souvent que l'Amérique a été construite, les États-Unis ont été construits grâce à l'esclavage et justement ça, cette manne économique qui a fait, en fait, le socle du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, est lié à cette créolisation-là. Donc voilà, c'est pas que bénéfique la créolisation Mhm. et c'est juste une manière de penser le monde en relation. Non plus en identité racine, mais en identité, heu, rhizome, horizontale, avec Mhm. des jeux, de pouvoir ou non et le but étant d'harmoniser, ces relations-là plutôt que Mhm. d'imposer des dynamiques de pouvoir. C'est ça, comme tu dis, Vint, la façon dont le concept de cruélisation a été repris, est-ce qu'il n'oublie pas un petit peu justement ces fameux rapports de force, quoi. Si, si, complètement, bah, c'est le côté, marketé, de la créolisation, hein, voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu je l'ai entendu dans la bouche de Mélenchon, c'est juste un concept marketé, quoi. Alors que c'est plus que ça, évidemment, c'est plus que ça. Et voilà, ça reste quand même une porte d'entrée pour creuser un petit peu et comprendre ce qu'il en est, quoi. Portugais qui ont créé le métis par pur intérêt à la base. Ouais, je pense qu'il fait référence à l'étymologie du Ok, mot. d'accord. Le Aux Antilles, on a différents mots pour parler du métissage. On a le métis, le mulâtre. C'était des termes qui étaient pensés pour la sphère agricole. Métis, ce qui est métis à la base, c'est un mélange de vaches. Mulâtre, je crois que c'est pour des chèvres. Deux chèvres de races différentes donnent une chèvre mulâtre. Et par extension, en fait, ça a débordé pour catégoriser les couleurs de peau, des esclaves. Par exemple, tout simplement, au départ, qui est un dérivé donc, du portugais crioulo, ce qui veut dire, né, en un lieu d'ancêtres qui ne sont pas de ce lieu-là. Et tous les descendants des colons européens qui arrivaient, aux Amériques, étaient, nommés comme étant créoles, parce qu'ils étaient nés aux Amériques alors que leurs parents étaient nés en Europe et immigrés, ouais, quoi. C'est vrai, c'est ça, c'est immigrés. Heu et par extension, donc on a appelé créoles les descendants blancs espagnols, français, Mhm. anglais, hollandais, portugais. On a appelé créoles, les personnes esclavisées. On a appelé créoles, les animaux et on a appelé créole la langue qui s'est créée sur place. D'accord. Voilà et c'est aussi en ça, du coup, que, le terme de créolisation s'est créé, parce que la créolisation, c'est ce processus qui fait qu'il y a quelque chose qui émerge, mais qui émerge en un lieu, mais qui n'est pas rattaché à une identité racine. Dans ce concept de créolisation qui est juste une mécanique en fait, une description de mécanique,
euh, une des solutions que donne un peu Glissant, c'est pas justement le concept de diversalité. Pour parler un peu de ton roman, moi, ce qui m'a énormément plu et que je trouve le plus efficace, enfin, pas le plus efficace, mais qui est très intéressant dans ton roman, c'est que tu vulgarises dans un livre de SF, qui est, voilà, c'est un livre avec plusieurs personnages, à plusieurs strates d'une société où c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un Blade Runner des Antilles, en fait. C'est-à-dire que tout l'espace des Caraïbes a été récupéré pour construire une immense mégalopole qui est devenue une mégalopole de pouvoir et avec voilà, des bas-fonds et des personnes qui sont un peu plus au-dessus. Et donc voilà, il y a tout cet aspect évidemment politique. Et parce que voilà, on suit plusieurs personnes à suivre différents étages aussi de ce pouvoir. Et il y a des moments où tu nous parles justement de Glissant, qui fait partie des anciens penseurs qui permettent de penser la politique dans c'est pas un état, je crois pas que le terme état soit dit, je me souviens plus comment tu le dis, mais, Je sais plus. mais voilà, en gros, et Glissant est cité deux, trois fois, et il y a ce truc de diversalité qui est parlé, où en fait la diversalité, ce n'est pas la diversité, où la diversité c'est juste dire oui, il y a des gens différents sans nier des rapports de pouvoir. La diversalité c'est accepter qu'on est différent et créer un espace commun qui, fait vivre ces diversités, qui fait accepter qu'elles se rencontrent et qu'elles changent. Et c'est accepter que bah, moi je parle d'une certaine façon et que quand je vais parler avec une autre personne qui parle différemment, bah, il y a un langage commun qui va se créer qui n'existe que entre nous deux. Que entre ces deux personnes, et que voilà, la société fonctionne comme ça, sans ce rapport de force entre les cultures, en fait. C'est accepter la différence de culture. Et moi, j'aime vraiment énormément ce concept que je connaissais pas et que j'ai vu dans ton roman, m'a beaucoup marqué, et je l'utilise maintenant. Et je trouve qu'il est formidable aussi, ce rapport-là, c'est qu'il arrive à te vulgariser des concepts sociologiques bah, complexes, en fait, hyper simplement, au travers d'une histoire, à travers des exemples, à travers des personnages qui sont touchants. Et voilà, pour moi, ça, c'est une des grandes réussites, je trouve, de ton roman. Et je vous encourage vraiment, vraiment à aller checker Terre Marron, du coup, notamment pour ces raisons. Notamment pour ces raisons. Mais bref, voilà. Est-ce que, justement, dans ce truc de. Ma question, c'était quoi déjà? Oui, c'était est-ce que dans ce concept de créolisation, donc la diversité, c'est pas aussi une des solutions qui est proposée par Glisson, quoi? Alors ceux qui parlent de la diversalité, c'est les penseurs de la créolité qui arrivent juste avant, Glissant et sa créolisation. Ok, Donc Chamoiseau, Bernabé et Confiant, d'accord, qui éloge de la créolité, à la fin en fait, donnent, cette idée d'un diversalisme. Ils viennent opposer à l'universalisme. d'accord, Hem, Refusent en fait, l'unique imposé par l'universalité, des Lumières en Europe quoi, qui a accompagné en fait la conquête, coloniale, impériale, des premiers empires européens. Dire l'imposition d'une culture au reste du monde, sous prétexte qu'il fallait s'unifier derrière des concepts universels, derrière les concepts, et donc la diversalité pour eux, c'est de l'harmonisation, des cultures qui sont capables d'accepter les différences de chacun. C'est quelque chose qui m'avait, avant de connaître, ce concept de diversalité, c'est quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Je m'étais toujours dit: «Mais pourquoi on dit qu'on est tous pareils?» alors qu'en réalité, enfin, quand on parle du racisme, tu vois? On mhm, peut enfin, le racisme, ça sert à rien, on est tous pareils, mhm. on est tous des êtres Oui, on voit pas les couleurs, oui, oui, tout, pas les voilà. couleurs, alors que si, pragmatiquement, bah, on est tous différents, en fait. Pourquoi ne pas dire tout simplement: «On est tous différents et c'est justement parce qu'on est différents qu'on doit tous se respecter». Mhm, Ça revient au même finalement, et c'est cette idée que porte le diversalisme, en fait, la diversalité, l'harmonisation des différences. Ça va avec, ce concept d'individualité, c'est-à-dire, placer l'individualité, placer la différence, au-dessus de tout le reste, en termes de sacralisation quelque part. C'est-à-dire qu'on va si tu es différent, c'est justement parce que tu es différent que je dois faire un effort, d'empathie
Mhm. d'abord, envers de solidarité et de respect. Mmh, et ça marche dans les 2 sens, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je le fais moi que toi tu ne dois pas le faire, Mhm. tu vois? C'est ça aussi la petite gymnastique mentale qu'il faut faire. Et cette pratique du diversalisme nous amène forcément à la créolisation. Parce que la rencontre de 2 choses qui sont différentes va donner quelque chose, encore d'insoupçonné. Mhm. Et c'est ça le phénomène de créolisation. La pratique de la langue, c'est déjà, de la créolisation. La créolisation, elle est pas que dans la Caraïbe. Elle est dans nos quartiers quand on parle, argot, elle est, dans des nouveaux types d'architecture ou quand il y a des influences qui viennent Mhm. de tout le monde. Ouais. Heu, Elle est dans, je sais pas, à Lyon, là, j'avais mangé dans un resto de sushi qui faisait des sushis avec des ingrédients sud-américains, tu vois? On sort de la bienveillance paternaliste. T'es obligé d'aller vers l'empathie et d'essayer toi de faire l'effort de comprendre l'autre et de te mettre Mmh. aussi à sa place. T'as plus besoin d'être paternaliste et donneur de leçons, quoi. Et Normalement. on n'est pas plus dans la mondialisation, capitaliste et dans cette économie de prédation de l'autre, de la culture de l'autre. On est justement dans ce que Chamoiseau appelle la mondialité, c'est-à-dire, bah, le respect, encore une fois, l'accueil des différences de chacun et le partage de ces différences Ouais, sur moi, quelque chose de très horizontal, quoi. sur l'esclavage dans Europa Universalis, question de geek, hein. T'as peur l'odeur des geeks, hein. Ouais, je sais pas, c'est un jeu, Europa Universalis? Je connais pas ce jeu. Bon, bah voilà. Alors, la question, c'est vraiment pour ou contre la représentation de l'esclavage, quoi. Enfin, C'est hyper complexe, hein, évidemment. bah ouais, ouais. Ça dépend Oui, comment c'est fait, quoi. Non, mais... oui, il faut le représenter. Il faut le représenter, il faut surtout pas le romantiser. Ça se dit le romantiser? Le romancer, quoi. Ouais, oui, oui, romantisé, oui. Hem, Dans le sens, en faire des trucs, trop héroïques. C'était vraiment c'est une apocalypse, hein, que le continent africain a vécu. Il faut le représenter parce que ça fait partie de notre, réalité historique en tant qu'humanité. Il faut pouvoir, regarder ça en face et se dire que ça a existé et que ça nous serve de fondation pour travailler à des avenirs meilleurs, à des pensées autres que celles, listes et du coup, ben, capitalistes, hein, parce que les 2 sont extrêmement intriqués. Et au-delà de ça, il faut faire attention aussi à qui va représenter ça. Il faut pas en faire une récupération, marketée, en mode woke, quoi, tu vois? En mode, bon, on parle de l'esclavage parce que mais derrière on fait du fric avec, quoi. Ouais. On n'est pas dans du dominant porn, on n'est pas dans du trauma porn non plus, il faut éviter de tomber là-dedans, quoi. Donc voilà, il y a une posture très complexe à tenir. Oui, il faut en parler, de la bonne manière. C'est pas des enfants blancs qui vont sauver l'esclavage, comme dans les romans de Timothée de Fombelle, par exemple. On peut parler des actes héroïques, des soulèvements des révoltes, de personnes esclavisées dans les Amériques, par exemple. Il faut en parler, c'est pas assez connu. Par exemple, je pense que dans le chat, personne ne savait qu'il y a eu un État noir qui s'est fondé au Mexique, à une époque, et qui a duré pendant près de 100 ans, Ouais, je savais grâce pas. au soulèvement de personnes esclavisées, justement. C'était quoi le nom de cet état, du coup? J'avoue, je connaissais pas. Je crois que c'était l'État de Yamba. Shazam qui dit: Je retrouve l'archéologue sous l'écrivain à travers les recherches historiques. Et en fait, il y a une vraie matière à exploiter pour raconter des histoires et pour envahir l'imaginaire, Mhm. pour, faire rebondir l'imaginaire et enfin parvenir en paix, avec ce pan historique, quoi. Ça te titillerait, du Heu, coup, sur tout cet aspect justement historique, d'écrire un petit peu de manière romancée, mais plus historique, ou lier justement plus tes premières ouais, recherches archéologiques que t'aimais, tu vois, plus écrire sur ces domaines-là? ouais, ouais, bah, oui, 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 j'y pense chaque jour parce que j'ai mes propres projets, évidemment. Mais en fait, avec mes copines autrices, j'ai pas encore de copains auteurs, mais mes copines autrices, de Martinique, on est à fond, sur développer des pitchs autour, bah, notamment de la piraterie,
dans Ah, la Caraïbe, parce que mine de rien, la majorité, des pirates caribéens, bah, c'était des esclaves marrons, des esclaves qui se sont enfuis, et qui sont devenus pirates parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour survivre. ouais. C'était la mort ou la piraterie. Et à une époque, il y a tellement eu de bateaux anglais coulés au large de la Guadeloupe, qu'en réalité, le trésor de la piraterie guadeloupéenne a largement contribué à financer la Révolution française. D'accord. Ça, encore une fois, c'est pas dans les bouquins d'histoire, tu vois? Mhm. Mais c'est dans nos sources, dans nos archives, guadeloupéennes. Donc voilà, on peut parler de tout ça. Il faut Il faut, ça mais prendre oui. un peu de temps. Mhm. Mais à travers les jeux vidéo, notamment, peut-être Ubisoft avec ses Assassin's Creed, Black Flag, et compagnie, et ils ont un pan français, où ils sont chargés de faire des recherches justement sur les pirates des Caraïbes. Et loin de la romance du pirate, blanc, ben, le pirate noir, lui, il a réellement existé Mhm. et il a de réelles intrications historiques, politiques, Mhm. Mhm. heu qui sont de la matière à roman, quoi, à fond. Mhm. Du coup, on peut parler un peu d'afrofuturisme, justement. Tu fais de l'afrofuturisme bah, en te basant sur des choses qui sont déjà là, tu vois. Après, moi, je connais pas plus que ça le terme d'afrofuturisme et ce que ça définit et dans quel courant ça s'ancre. Et en fait, tout simplement, l'afrofuturisme, c'est des récits, afrocentrés, donc c'est-à-dire avec Mhm. des personnages principaux qui sont noirs, qui vont mêler, les problématiques sociétales actuelles à des visions, futuristes très proches, de la technologie, des avancées technologiques, et qui vont y mêler aussi les traditions, les cultures, afrodescendantes. Donc soit afro-continentales, soit issues de la diaspora, africaine. Et donc avec des liens très marqués avec les cosmogonies, avec la spiritualité, en fait avec ce qui fonde la réalité de ces cultures-là et qu'on n'a pas du tout en Occident parce que l'Occident, s'est construit, la culture occidentale s'est construite dans, la sacralisation de la raison et du pragmatisme, du terre à terre, du cartésianisme, et cetera, et cetera. Et alors que les cultures africaines et puis les cultures, sud-américaines aussi, par exemple, de ce que nous, on pourrait appeler le surnaturel. Le surnaturel est dans le naturel, il est dans, Mhm. il est, Ouais. il agit, il influence la réalité quotidienne. Il est présent et donc cette affinité, cette sensibilité-là, on la retrouve dans ces textes afrofuturistes. Mhm. C'est un truc qui s'est un peu autodéfini lui-même, que les gens ont donné ce nom. Il n'y avait pas une personne derrière un peu qui est motrice de cet afrofuturisme qui l'a un peu théorisé ou qui a un peu posé les bases. Je sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment Non, il a collectif? été, il a été défini, Mhm. à partir du moment, où on s'est rendu compte qu'il était vraiment là, Mhm. dans les années 90. En réalité, il naît avec les premiers artistes, créateurs, alors que ce soit des écrivains, moi mes premières sources, c'est des écrivains, Mhm. mais qui sont au sortir de ces 2 apocalypses que le monde, africain a connus, c'est-à-dire, la colonisation par les empires européens, sur le continent et puis, la traite, négrière qui est cette seconde apocalypse. Mhm. Donc on a des écrivains, à la fin de la guerre de Sécession, par exemple, donc on est en 1850, des écrivains noirs américains qui inventent des utopies avec des révoltes d'esclaves, qui fondent des États libres. Alors peut-être qu'ils s'inspirent déjà de révoltes qui ont déjà eu lieu, de tentatives d'États qui ont déjà eu lieu aussi, mais on est déjà dans des récits de science-fiction qui sont hautement politiques, et qui sont afrocentrés. On a ça aussi en Afrique, avec des écrivains dès les années, 1920-1930. Mhm. Donc vraiment, lors de cette ère de la colonisation. Alors qu'à l'époque, la science-fiction européenne, occidentale, c'est l'émerveillement devant l'avancée technologique. Ouais. C'est les romans de Jules Verne, c'est la conquête de l'espace, jusque dans les années 1960, Mhm. avec, l'homme qui marche sur la Lune, mais Ah, encore une Tintin. fois, qui oublie l'homme noir, et la femme noire aussi. Puisque je ne sais pas si vous avez vu le film,
je sais les figures de l'ombre, je crois que c'est, Non, j'ai pas vu. qui raconte, ben, l'histoire de ces femmes noires mathématiciennes qui ont Ah! aidé à faire les calculs pour Oui. atterrir sur la Lune, pour allunir, quoi. Oui, oui, je me souviens. Puis en fait, voilà, dans ces années 60, la science-fiction devient un outil, de contre-culture, politique, grâce au cyberpunk notamment, où l'homme va pouvoir hacker les hautes technologies pour pouvoir se réapproprier un petit peu plus, sa vie, surtout dans les bas-fonds et du coup l'afrofuturisme redouble en fait, dans son discours politique. Il est plus un discours d'émancipation, mais il utilise la technologie pour émanciper ses personnages. Mmh mh. Dans le chat, il y avait des questions sur, est-ce que tu connaissais Delgrès et Toussaint Louverture, si ça t'intéressait? Ouais, ouais, ouais. J'ai écrit une nouvelle, qui s'appelle, «Il rêve d'égalité». C'est en fait une uchronie, où, Napoléon ne rétablit jamais l'esclavage et donc on a 2 en Martinique, parce que du coup, ouais, ça c'est aussi un fait historique, qui est pas très connu, c'est que l'esclavage a été aboli, une première fois et puis, réétabli, en 1802. Du coup, on a 2 personnages qui vont sauver, Delgrès tour à tour, Delgrès et Toussaint Louverture. Donc Delgrès qui était, révolutionnaire, républicain, général, je crois qu'il a été général, napoléonien aussi, en Guadeloupe et Toussaint Louverture qui était la même mais, en Haïti. Et donc en fait, Toussaint Louverture, un jour décide, alors que son État est libre, pas tellement libre, mais l'île est occupée à moitié par les Espagnols et en fait, il lance une campagne, au nom de Napoléon pour conquérir la partie espagnole. Quasiment au même moment que Napoléon, lui, essaye par la voie diplomatique de faire la paix avec l'Espagne. Il y a un petit bisbille qui se fait, ils ont mal calculé leurs coûts. Et surtout, l'ouverture, quand il voit qu'il gagne toutes ces batailles, et ben, il déclare Haïti, libre et indépendante et il le fait juste par le biais d'une lettre, tu vois, qu'il envoie à Napoléon. Et il dit: «Bah, maintenant, Haïti n'est plus française, ton empire n'a plus lieu d'être ici, c'est un empire noir et libre». Et Napoléon, du coup, il l'a en travers de la gorge et il envoie son beau-frère, le général Richepense, reconquérir, Haïti et un autre mec, non, Richepense, je crois qu'il l'envoie en Guadeloupe et il envoie un autre mec, en Haïti pour faire prisonnier, l'ouverture et tuer Delgrès. Delgrès qui allait justement, ben, aller dans le même sens que l'ouverture, en fait. Mmh. C'était un peu le risque. L'ouverture réussissait à instaurer son empire, haïtien. Sans nul doute, la Guadeloupe, la Martinique derrière Mmh. lui auraient emboîté le pas, quoi. Mmh mh. J'ai écrit une nouvelle là-dessus qui est disponible en ligne quelque part, sur le site, de Zist, la revue Zist. Toussaint Louverture, c'est vraiment une sale histoire. Le mec s'est fait piéger par le beau-frère de Napoléon, qui lui a garanti un sauf-conduit, il serait pas capturé, mais il avait fini Ouais. prisonnier. Ouais, il est mort à Fort-de-Vaux, en Franche-Comté. Il est mort de froid. Ça demandait si t'avais des influences, Malcolm Ferdinand. Ouais, c'est un collègue, c'est un collègue. Un collègue, bah, Malcolm Ferdinand, qui a fait une thèse, et puis un bouquin issu de sa thèse qui s'appelle «Une écologie décoloniale», qui moi ça m'a interloqué. Comment l'écologie, comment le principe écologique pourrait être, colonial, tu vois? Mmh. Et comment décoloniser, pourquoi on a besoin de décoloniser l'écologie? Et en fait, ça fait sens quand tu t'aperçois que le principe écologique, les efforts écologiques, qu'on fait en France, par exemple, sont très, très loin, des problématiques, que l'on a, ne serait-ce aux Antilles. Et donc, ne parlons pas du reste du monde, des pays en développement et cetera. L'écologie, dans ces zones-là, se pense complètement différemment. Le rapport à l'écologie est différent et penser une transition écologique ne peut pas se faire, de manière centralisée à partir des pays, occidentaux. Si on pense une transition écologique mondiale, il faut absolument la décoloniser, c'est-à-dire, ben, la décentrer. Décentrer son regard et fonctionner avec des penseurs, des chercheurs qui sont sur les territoires en question.
une- avec les populations qui sont sur ces territoires-là pour pouvoir justement poser la question du comportement qu'il faut adopter face aux risques écologiques. une Et diversalité quand de l'écologie quelque part. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vas pas pouvoir Oui, parler de tri sélectif à un Haïtien qui a perdu sa maison ouais, dans un tremblement de terre ou dans un ouragan, quoi, tu vois? ouais. Le risque écologique est pas le même. Donc voilà, et encore une fois, ben, ces anciens territoires colonisés, ben, sont sont malheureusement les premiers touchés par ce risque écologique. Quand je suis en festival, en table ronde, que j'entends mes collègues de SF qui me disent: «Ouais», ils disent encore, heu: «Le cyberpunk, les dystopies, tout ça, ça pourrait nous arriver, ça va nous arriver». Non, en fait, ça arrive déjà. Si on pense à une échelle mondiale, Mhm. on pense en termes de mondialité, la dystopie, le cyberpunk, il est déjà présent dans notre société. Pas dans la société occidentale, mais dans toutes les sociétés, de pays en développement, justement. Mhm. Où on a des fractures, qui sont beaucoup plus, élargies entre les classes sociales les plus pauvres et les classes sociales les plus riches. Ces problématiques de rapport à la technologie, de lien avec la santé et cetera, ben, elles sont démultipliées dans ces régions-là du monde. Mhm. Et ça existe déjà, c'est déjà une réalité. Ce que fait Malcolm Ferdinand, j'y trouve un rebond pour mes propres textes effectivement. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est justement là-dessus que se base Terre Marron, sur bah, ces Caraïbes qui ont été rasés, qui ont disparu. Euh, on sait pour des raisons écologiques, pour des raisons de guerre, on sait. Je crois pas qu'on sache exactement pourquoi. On sent qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et Ouais, aussi, bah, donc, pour reconstruire par-dessus la terre de tous les gens des Caraïbes qui n'ont plus leur terre originale. Et cette recherche donc de la Terre Marron, de la terre originelle en fait, qui est dans le fond pour certains personnages, qui est le but pour réunifier et remettre à égalité tout le monde en redécouvrant ça quoi. la question de l'eau potable, c'est déjà une réalité pour les Drom. Ouais, c'est ça. Bah, voilà, tu vois, là, en termes de rapport écologique, en Guadeloupe, il y a une grande partie des villages, des villes, si on peut dire ça comme ça, qui n'a pas accès à l'eau potable. En tout cas, je sais pas, 3 jours sur 7, quoi. Tous les 2 jours, il y a une coupure, il faut attendre 2 jours, et 2 jours sans eau et voilà, quoi. Donc il y a pas cette eau, quoi. Comme les prix en supermarché apparemment, je sais pas si c'était le cas en Martinique aussi, mais en Guyane où c'est extrêmement élevé en fait sur plein de produits en fait. Ouais, pas tous, mais effectivement, moi, ça me fait un choc à chaque fois que je reviens sur Paris. Tiens, que 20 € de course, pas Alors que, cher. Je vais alors que revenir les, vivre à Paris. alors que les salaires sont pas. C'est dingue de se dire j'aimerais bien vivre à Paris alors que toute la France, enfin la métropole en mode Paris c'est le plus cher quoi. C'est terrible. Mais alors que les Ouais, salaires sont les mêmes en fait. ouais, grosso modo, ouais. Mais ouais, il y a une taxe, en fait, qui s'appelle l'octroi de mer, qui normalement, est là pour réguler les prix entre les produits d'importation et les produits locaux qui sont fabriqués localement. Mais il y a tellement peu de produits à fabriquer localement que finalement, pas trop à quoi elles servent, ces taxes-là. Mm, mm, mm. Mais du coup, toi, tu t'ancres vraiment dans une pensée qui est décoloniale. Ouais, ouais. Ça veut dire aller chercher, et déconstruire, tous les restes, toutes les visions un peu, héritées de cette ère, colonialiste dans notre modernité, en fait. D'aller déconstruire ça, ouais. Je donne un petit exemple, hein. Vas-y, Par vas-y. exemple, considérer que le créole est une sous-langue du français, un régionalisme, par exemple, c'est une pensée coloniale. Donc mettre le créole, au même niveau que la langue française dans un bouquin, c'est-à-dire ne pas le traduire, ne pas mettre des notes de bas de page ou d'index. Ça lui permet, d'avoir un traitement similaire, pas une langue, équivalente Allô? au monde dans sa relation. Plus de subtilité et plus de densité, quoi. Mhm. Bah, c'est ça, dépaysé aussi, c'est vrai qu'on a tellement. Enfin, c'est pas dépaysé, mais entre guillemets, on a tellement. Notre langue, le français, a tellement l'habitude d'être normatif que on ne sait pas l'appréhender autrement.
Et c'est con, moi, un des exemples qui m'avait fait un peu tilt là-dessus, c'est un exemple débile il y a encore 50, 70 ans, il y avait énormément de personnes qui parlaient français, des Russes, des Japonais, et qui parlaient français avec un accent. Et on ne sait plus entendre le français autrement que dans le français parisien, en fait. Mais même, il n'y a pas besoin d'aller très loin, rien que le sud de la France, tu vois. Et il y a un aspect tellement normatif, vraiment lisse du langage qu'on ne sait plus entendre le français autrement, alors que la francophonie, c'est quelque chose quand même. Enfin, c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose de magnifique, tu vois. Il y a vraiment plein de langues, c'est fascinant, tu vois. Et on est là à se moquer, Ouais. ah les Belges, j'ai dit d'octante, enfin, genre, vraiment, on en est là, tu vois. Mes questions c'était est-ce que là tu parlais d'une grosse scène artistique, littéraire, vraiment c'était assez fourmillant en Martinique. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce qui se fait dans cette scène? Et ensuite, est-ce que tu lis du créole? Est-ce que ça fait partie aussi des découvertes que tu as eues de découvrir cette langue, le créole, tu vois, comme il est en tout cas en Martinique? Il y a très peu de personnes qui écrivent en créole. Ouais. Mais en fait, sur les réseaux, sur WhatsApp, sur Facebook, les gens envoient du créole, quoi. Ouais. Ils se parlent beaucoup plus. Il s'écrit, dans le commun, il s'écrit de manière très phonétique. Chacun a sa sauce. Mhm. Il est pas, en tout cas, son graphie n'est pas ancrée, gravée dans le marbre, quoi. Après, oui, toute la sphère artistique est extrêmement décoloniale aux Antilles. Mhm. Je connais pas un artiste qui soit assimilationniste. Si, peut-être un, mais on donnera pas de nom. Dans la musique, c'est pas plus présent le créole? Si, complètement. Mhm. Complètement, et la musique, elle a ça de particulier que non seulement elle va mélanger créole et français, mais aussi avec de l'anglais. Du coup, on a des artistes comme Pompis, avec qui j'ai travaillé. La manière dont il toast, on dit toaster pour du dancehall rappé, pour du hip-hop. La manière dont il toast, c'est justement en mélangeant du phrasé créole guyanais, créole martiniquais, anglais, français, argotique. Kalash aussi fait ça un petit peu. On le retrouve aussi de plus en plus dans du zouk. Et puis encore une fois, on a nos vieux qui buglent parce que le zouk devient anglais et qu'on parle plus assez créole. On parle plus assez créole. Avant, le zouk c'était que créole, et maintenant on parle aussi français, on parle aussi anglais, et du coup on perd notre identité, etc., Ah, etc. les vieux tous les mêmes partout. Et les petits vieux, ouais. Ah, ils nous saoulent et on les aime bien pour ça. Ouais, c'est ça. Parce que, évidemment, dans ton roman, bien sûr, Terre Marron, il y a ça aussi qui est extrêmement présent, et je pense que ça a dû être particulier. Du coup, moi, je pensais que tu avais pu le lire. Je me souviens que j'ai un pote qui a vécu pendant un certain temps en Guyane et qui me disait qu'il y avait une librairie où il vendait quelques bouquins en créole et tout. Tu vois qu'il Ouais. y avait quand même quelques bouquins. Tu vois, c'est une librairie qui était exclusivement, en tout cas, sur des auteurs des Caraïbes et en créole. Pas tous les bouquins étaient en créole, bien sûr, mais il y avait pas mal de bouquins en créole. Et parce que ton roman, du coup, il y a ce mélange dont tu parles de langue où il y a un personnage qui s'exprime énormément en créole. Il y a un autre personnage qui parle dans un argot de Néo-Marseille avec des mélanges de plein de types de langages qu'on a pu croiser, certains qui sont inventés. Et le troisième personnage a une langue plus lisse, on va dire, plus académique, qui est plus aussi dans les sphères de la société. Et c'est le travail sur la langue est hyper intéressant, et c'est de l'application du concept dont tu parles de créolisation de la langue, quoi. C'est vraiment une application, on le comprend directement, et comme tu dis, tu ne fais pas cette hiérarchie, et donc on se retrouve confronté à du créole. En plus, tu nous plonges directement dans le roman où on ne sait pas trop encore les tenants aboutissants, comment fonctionne le monde, donc ça vient petit à petit. Je pense qu'il est parfois, il peut être difficile à rentrer dedans, faut rentrer dans le délire, faut y aller, faut rentrer dedans, tu vois. Et justement, je trouve ça hyper intéressant d'être confronté à du créole, d'essayer de comprendre, et puis tu finis par capter 2-3 mots, et tu nous récompenses limite un peu quand à un moment il y a un des personnages qui explique quelques termes de créole à l'autre personnage qui a son argot de Néo-Marseille, qui lui explique quelques termes, et on se dit ah putain, ça y est, enfin ces mots que je percevais et je me demandais ce que ça voulait dire, et je pensais avoir compris, enfin on nous donne une petite clé. C'était quand même sympa de ce côté-là. Et bref, ouais, ça devait être
hyper particulier du coup à écrire si t'avais assez peu d'exemples écrits justement de cette langue. À quel point ouais tu as juste écrit en fait cette langue mise sur papier. À quel point je l'ai en fait, c'est surtout que j'ai appris à la parler, tu vois? Mhm. Heu, il y a quelques dicos qui existent qui sont des références, dont je me suis servi. Mais après le créole, c'est une langue qui fonctionne comme l'allemand, c'est-à-dire quasiment comme l'allemand, c'est-à-dire que toutes les lettres, se prononcent. À part quelques phonèmes comme, en, mais du coup, c'est ouais, comme en, un, on n'a pas de on, par exemple. Ouais. Les quelques phonèmes qu'on a, c'est des nasales, en fait. Et donc à partir de là, c'est assez simple de pouvoir, retranscrire des mots si tu les as en tête, si tu les as bien intégrés, dans leur prononciation, tu peux les retranscrire facilement. Mhm. Une syntaxe, qui est un peu particulière aussi, mais c'était marrant d'apprendre tout ça petit à Ouais. petit, quoi. T'as fait lire du coup à des gens pour les parties créoles pour voir un peu comment ou est-ce que t'avais des doutes par moment sur comment ça Ouais, pouvait être ouais, bah, perçu? oui. Oui, j'avais des doutes sur mes propres formulations, donc oui, ça a été relu par un gars qui a fait de sa vie, en fait, un combat pour l'émancipation du créole. Il a une page sur Insta, où justement il présente le créole, les anciens mots, les nouveaux mots, comment ça se dit, comment ça s'écrit, et cetera. Et donc c'est lui qui m'a relu, je suis allé le chercher justement pour ça. En fait, le créole, c'est ce qu'on appelle une macrolangue. C'est comme le latin. Là où, dans le latin, tu as les langues latines, français, l'espagnol, l'italien qui vont, heu, avoir leur ressemblance. Le créole, dessous, tu as le créole martiniquais, le créole guadeloupéen, le créole guyanais, le créole de La Réunion. Tu as le patois aussi, de Jamaïque et du sud de l'Amérique, du sud des États-Unis, pardon. Et tout ça, ce sont des créoles qui se ressemblent, en fait, voilà. Pas exactement le même, mais on peut se comprendre, Ouais. d'île en île comme ça. Est-ce que j'ai déjà eu l'impression de lire comme on binge watch une série en mode automatique sans avoir le sentiment de s'imprégner du bouquin? Non, jamais. J'arrive pas à survoler les bouquins, j'ai l'impression de pas les lire du tout. Du coup, quand je lis un bouquin, je prends vraiment mon temps pour le lire, de A à Z. Par contre, voilà, dès que je commence un bouquin et si je vois que ça va me faire chier, je le referme direct, j'ai aucun scrupule, Ah ouais, je passe à autre chose, quoi. t'insistes pas quoi, tu vas pas te forcer en te disant peut-être que machin, non. Ah, ça me plaît pas, au niveau du style, trop chiant, non, hop. Est-ce que t'as fait des interventions en lycée? Ouais, beaucoup. Collège, lycée, heu, université aussi parfois, école supérieure, Ouais. et puis, au-delà des interventions, j'enseigne aussi, la création littéraire, à l'université là, en Guadeloupe. Ah ouais, ok. Heu, J'enseigne aussi le storytelling, dans une école d'animation 3D. Et ouais, j'adore, faire des petits ateliers ou des rencontres, avec des collégiens, des lycéens. Des fois, on fait des ateliers d'écriture de nouvelles, sur plusieurs semaines, on écrit une nouvelle, Ok. ou plusieurs nouvelles même des fois. Ouais, j'adore ça, ouais. J'en fais beaucoup, ouais. Trop- Dès qu'on me contacte, en fait, ça généralement je réponds oui, quoi. Lequel de Hem, ces livres, de tes livres, est le plus à conseiller selon lui pour des secondes pro? moi, Peter Pan. Ouais. Il est tout fin, il va pas faire peur aux étudiants et il peut leur parler. La littérature jeunesse est la reprise de figures ou personnages propres au récit de la culture créole. C'est quoi la question exactement? Oui. On dirait mes questions, c'est très grave, hein. Des auteurs créoles ont tenté de reprendre des histoires qui appartiennent à la culture créole comme des contes. Ah ouais, ils ont essayé, il y en a certains qui ont fait ça, mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fondation, de la culture créole s'est faite dans l'Apocalypse. Elle a pas de mythe fondateur. Il y a pas de conte, particulier, à part les contes qui ont été créés par des conteurs, après donc, des installations, des personnes esclavisées. Du coup, ouais, on a quelques contes comme les histoires de Compère Lapin, qui est un petit peu, je sais pas, une espèce d'équivalent français de Renard. Vous vous souvenez de Renard?
Ah, la figure Renard, du le renard, renard. pardon, je suis débile. Oui, oui, la figure du renard, bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est un On a, lapin. on a plein de contes médiévaux avec renard. Ah, Renard avec un C. Oui, mais oui, oui, ok. un lapin, c'est un lapin, exactement. Et, qui fait plein de trucs avec des éléphants, des serpents, tout plein d'animaux, on pourrait dire exotiques. Et on a des bestiaires aussi qui sont liés à la spiritualité importée d'Afrique et puis remixés aux Antilles. Comme par exemple le cheval trois pattes, Maman de l'eau, qui est une sirène noire, qui est plutôt une déesse en fait des eaux et des mers. On a le Soukounian, le volant, qui sont des espèces de démons. On a le Dorlis, qui est une espèce de vampire, mais qui est en fait une métaphore pour les tontons qui venaient violer les petites filles la nuit. Les tontons adultères, pas adultères, Incestueux? Non. incestueux, exactement. Voilà, Pédophile, bon, bref, oui. tontons pédophiles. Il y a quand même beaucoup de choses qui existent en matière de conte, quoi, pour faire de la matière de conte. Ouais, ouais. On a le zombie, effectivement, C'est le vrai. baron samedi, qui appartiennent donc aux religions de la Santeria, de la religion vaudou, plus de côté Jamaïque et Haïti, ouais, qui sont plus dans accès religieux. Baron samedi, une figure de conte. Le zombie, c'est quelque chose de réel, par contre. Des mecs qu'on empoisonne, qu'on enterre et qu'ils perdent toute leur mémoire et compagnie. On s'embarque côté vaudou et on va s'arrêter là. Voilà, j'ai pas le droit d'en parler. T'as pas envie d'en parler? Pas le droit d'en parler. Pas le droit. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'éléments. On est sans cesse en recréation, en fait. On va assister à cette renaissance encore et encore. Hein. Ah, bah, ça fait vraiment super plaisir de savoir que il y a toute une scène de gens qui créent, qui font des choses, et que ton roman là, il est un peu une audience, qu'ils sont un peu écoutés, qu'il y a eu un prix coup de cœur aux Imaginales, voilà, que quand même il tourne un peu, quand même que les gens en parlent. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Non, moi, mais mes dernières questions, du coup, c'est qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ah, Melmoth Furieux. Ouais, c'est celui que je lis actuellement, de Sabrina Calvo. Voilà, je suis proche de la fin. Et très cool. Là, pour le coup, en termes d'invention de la langue, c'est formidable. Moi, je m'éclate. Non, j'ai très hâte de le dire, Sabrina Calvo, ça a l'air incroyable. Et puis, je le dis au passage, évidemment, mais c'est vrai que des autrices trans qui sont aussi connues, je pense qu'il y en a assez peu. Et mon ultime question, ma dernière question, c'était c'est quoi le livre qui t'a le plus marqué dans ta vie? C'est quoi ton livre préféré? Marche ou crève de Stephen King. Ouais. Qui m'a fait trembler pendant 3 jours. Cette histoire d'une bande de potes là qui est dans une course à pied. Ils n'ont pas le droit de marcher en dessous de 3 km/h. Sinon, au bout de 3 avertissements, en fait, ils ont une balle dans la tête. Voilà. Et c'est l'histoire de 100 gamins qui participent à cette course. Et il peut y avoir qu'un seul gagnant. Wow. Et le gagnant voit son vœu exaucé, en fait, tout simplement. Waouh, terrible. Putain, je le connaissais pas, celui-là de King. Ah ouais, il a l'air terrible. Mais ça, tu l'avais lu à quel âge, le Marche ou crève? 14 ans. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Bah écoute, c'était vraiment un grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.